Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Nous commençons en réalité aujourd'hui notre marathon budgétaire par votre audition, Madame la Ministre. Cette audition est par ailleurs la première de votre nomination au gouvernement. Elle sera également l'occasion pour vous de nous présenter, bien sûr, au-delà des aspects budgétaires, les grandes lignes de la politique du nouveau gouvernement en matière de décentralisation. Au-delà des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, qui sont particulièrement scrutées cette année, les sujets d'actualité ne manquent pas, comme vous le savez. Je pense par exemple à la question de la mise en œuvre du rapport Woerth, qui est soulevée, la question aussi des projets d'autonomie de la Corse. Et je pense, et ce sera ma question, Madame la Ministre, et je vous laisserai procéder par intervention liminaire, sachant que la rapporteure prête serment en séance en ce moment et donc sera parmi nous dans quelques instants. Elle s'exprimera après vous. Une question, bien sûr, sur l'effort qui est demandé aux collectivités territoriales dans la séquence budgétaire. Je ne vous cache pas qu'étant conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, ayant hier participé à la séance plénière au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ce sujet a été, vous pouvez l'imaginer, très largement commenté. Je pense aux propos, bien sûr, de son président, Alain Rousset, dans des termes vifs, qui reflètent les réactions qui sont aujourd'hui celles de nos élus locaux de façon générale, avec un effort porté à 5 milliards d'euros, décliné peut-être dans les conditions que vous présenterez. Donc sur ce sujet en particulier, après vous avoir salué, Madame la Ministre, pour cette première audition, peut-être des précisions qui sont très attendues de la part de la représentation nationale. Après votre intervention, je le disais, interviendront notre rapporteur pour avis, donc Madame Blandine Brocard, qui arrive dans quelques instants, puis un orateur par groupe pour une durée de 4 minutes, puis les députés, après cette première série d'expressions auxquelles vous répondrez, les députés qui le souhaiteront pourront vous poser d'autres questions pour 2 minutes. Je vous laisse, Madame la Ministre, débuter votre intervention liminaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis évidemment très heureuse de pouvoir intervenir devant votre commission. Première audition, comme vous avez bien voulu le dire, Monsieur le Président, de ce nouveau gouvernement en ce qui me concerne. Et évidemment, je suis là pour vous présenter les principales mesures du projet de loi de finances pour 2025, intéressant évidemment particulièrement les collectivités locales et pour échanger avec vous. Alors, évidemment, je vais une fois encore évoquer le contexte très particulier dans lequel ce projet de loi de finances a été élaboré. Je dis évidemment à double titre parce que vous connaissez tous le calendrier dans lequel ce budget a été élaboré et puis bien évidemment parce que le contexte budgétaire est un contexte pour le moins difficile et qui nécessite évidemment un sursaut collectif des composantes de l'action publique. Alors peut-être un premier point sur ce contexte macroéconomique. Le Premier ministre a fixé la réduction de la dette financière et de la dette écologique au premier rang des priorités du gouvernement. Vous vous souvenez, c'était les termes de sa déclaration de politique générale. Le niveau de la dette publique, il l'a encore rappelé tout à l'heure en répondant aux questions d'actualité, est de 3 228 milliards. La charge d'intérêt d'emprunt, il le rappelait tout à l'heure, est aujourd'hui à 55 milliards et pourrait évidemment à terme porter atteinte à la souveraineté de notre pays si nous n'y prenions pas garde. Et c'est évidemment l'intérêt de tous parce qu'il s'agit là de la capacité du pays à agir. Et donc la charge de la dette, c'est aujourd'hui le deuxième poste de dépense de l'État. Tous les gouvernements successifs depuis 1976, beaucoup d'entre vous n'étaient probablement pas nés, ont participé à cette dette et qui s'explique principalement par un niveau de dépenses publiques qui est très élevé parce qu'il est dans notre pays à 57% de la richesse nationale, là où en moyenne en Europe, il est à 49%. Alors évidemment, on pourrait se demander si on a ou pas un niveau de service qui explique cette différence. Ça n'est bien sûr pas une certitude. Alors évidemment, un point de méthode. Moi, je ne suis pas là pour opposer le budget de l'État à celui des collectivités territoriales.
ne serait-ce parce qu'au moment où je vous parle, je suis encore élue locale et que je sais combien les élus locaux sont engagés dans la donne budgétaire de leur territoire. Et donc, cette situation nécessite incontestablement un effort exceptionnel, un sursaut, et qui doit être incontestablement collectif, parce que je crois que si nous pensons au contribuable, lui, il n'est qu'un, en fait, qu'il s'agisse bien évidemment, quand on parle des impôts, quand on parle des taxes, c'est le même, et il ne fait qu'un avec le citoyen. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il est important de rappeler que les collectivités territoriales ne sont pas responsables de l'aggravation du déficit public. Elles portent, ça aussi, c'est un élément extrêmement important, 60% de l'investissement, et elles représentent, je crois que ce chiffre est un chiffre sur lequel tout le monde se retrouve, en moyenne 8% de la dette publique. C'est dire si on voit bien l'importance à la fois de l'investissement et la relativité de la dette. Leurs dépenses ont augmenté effectivement plus rapidement que possible. Et je voudrais tout de suite me référer au rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a maintenant 15 jours, dans lequel il est d'ailleurs clairement écrit que l'une des raisons de l'augmentation de cette dette vient d'injonctions de l'État. Alors, je prends, si je cherche 5 milliards, je prends 3 milliards qui est la hausse du point d'indice. Je peux prendre 800 millions d'euros qui était la prime pouvoir d'achat des agents de catégorie C, pour ne citer par exemple que ces deux mesures, qui étaient évidemment des mesures extrêmement importantes pour les agents, mais dont les impacts pour évidemment les comptes des collectivités sont extrêmement importants. Il ne vous a pas échappé que dans le titre du ministère que j'ai l'honneur de conduire, il y a le mot partenariat. C'est une notion qui est relativement nouvelle. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas simplement d'un concept marketing qui serait gravé sur une plaque devant un ministère, mais que c'est bien une méthode de travail que je souhaite mener. Alors évidemment, quand on démarre en plein budget et dans le contexte du budget que nous connaissons, l'exercice n'est pas aisé. Pour autant, la méthode que je voudrais mettre en place se résume en 4 mots: écoute, dialogue, suivi et contractualisation. Évidemment, nous sommes là pour respecter les compétences des collectivités et pour regarder les possibilités de les renforcer. 40 ans après les grandes lois de décentralisation, je crois que nous sommes là pour bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités et l'État. Vous me parlez de feuille de route, Monsieur le Président, c'est incontestablement un des éléments. Et je crois qu'il faut aussi savoir tirer les leçons de ce qui a pu se passer, et je pense notamment à l'expérimentation de simplification et de déconcentration qui a été mise en place pour les JO et les JOP. Tout le monde a parlé du succès de l'organisation, de la mise en place de ces JO. Eh bien, ça fait partie de l'héritage que de regarder les simplifications qui ont été mises en place pour que ce qui devait être livré le soit en temps et en heure. Alors, évidemment, je ne suis pas la première assise à cette commission à dire que simplifier la vie des élus est un élément important. Concrètement, comment faire? Je pense, en passant en revue tous les projets, les actions locales qui sont aujourd'hui empêchées en raison de la complexité de la réglementation. Je pense que les remontées de terrain, les propositions concrètes de simplification sont évidemment importantes, et que bien évidemment, nous aurons à travailler avec le Parlement pour regarder certains des obstacles. Alors, vous le savez, plusieurs travaux ont eu lieu sur les fin 23, début 24. Je commencerai par le rapport de Boris Ravignon qui a rendu un rapport sur notamment le coût de la norme. Et je crois que regarder la norme par son coût plutôt que de l'hypothétique amélioration qu'elle pourrait produire est probablement un élément de progrès. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Boris Ravignon de venir à mes côtés pour déterminer comment nous pouvons mettre en place une partie des recommandations qui sont dans son rapport. Je pense également que nous devons prendre en compte la spécificité de nos territoires, parce que bien évidemment, les solutions ne peuvent pas être les mêmes quand on est en métropole, en territoire de montagne, territoire insulaire, on a un territoire maritime, enfin je ne vais pas vous faire la liste, et je pense évidemment à l'outre-mer, mais dans tous les cas, il y a des spécificités qui méritent d'être regardées. Je souhaite évidemment reprendre le dialogue avec les élus corses pour parvenir à un consensus républicain, comme je l'ai dit la semaine dernière lors des questions au gouvernement, et vous présenter un projet de loi constitutionnelle qui réponde au mieux aux nombreuses
sujets auxquels l'île est confrontée. Nous devons également travailler en concertation sur des sujets que nous avons en partage. Je pense aux ZAN, je pense aux ZFE, les différents transferts de compétences, les transports, la sécurité, le logement ou la santé sont au cœur des préoccupations quotidiennes des Français. Je pense que la bonne échelle pour mener ces travaux, c'est le territoire au sens du bassin de vie vécu. J'insiste sur le mot vécu parce que le bassin de vie vécu n'est pas forcément le même que celui de l'INSEE, mais c'est celui de la réalité de la vie de nos concitoyens, celles et ceux que vous rencontrez, mesdames et messieurs les parlementaires, au quotidien. Et donc, penser notre action publique à ce niveau, c'est être au quotidien de nos concitoyens, c'est quelque part regarder le rôle des préfets, mais surtout des sous-préfets dans une mission qui est une mission de proximité, de mutualisation et peut-être une réflexion sur l'action publique telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Alors, en cette période budgétaire très complexe où nous devons trouver des solutions, je pense que nous avons des travaux à mener tant au plan national qu'au plan territorial. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je voudrais maintenant venir sur le rappel des éléments de contribution par les recettes qui ont été demandées aux collectivités dans le projet de loi de finances. Je commencerai par dire que ce projet de loi de finances tel qu'il est là est dans une version que je me permettrai d'appeler version 0. En d'autres termes, elle a vocation, bien évidemment, par notamment les travaux parlementaires, à évoluer. Là, l'idée qui a été mise en place, c'est celle d'un mécanisme dit de résilience pour les finances locales. En cas de dépassement par les collectivités dans leur ensemble de l'objectif de déficit fixé par la loi de finances pour 2024 et au regard des comptes réellement exécutés. Je m'arrête sur ce point de comptes réellement exécutés. En d'autres termes, nous sortons complètement ce qui avait pu être évoqué il y a un mois avec des projections qui étaient des projections arrêtées au mois de juillet. Et donc, une partie des recettes des collectivités serait prélevée sur les impositions versées aux collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à ce stade à 40 millions d'euros dans la limite de 2% des recettes réelles de fonctionnement. Ces prélèvements auront donc vocation à alimenter trois principaux fonds de péréquation, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fonds de péréquation des DMTO et le fonds de solidarité des régions. Donc l'idée, c'est prélèvement sur l'exercice 25 et alimentation du fonds sur l'exercice 26. Alors bien évidemment, les collectivités les plus fragiles sont bien sûr exclues puisque nous avons regardé bien évidemment les collectivités qui sont bénéficiaires de la DSU, nous avons regardé les collectivités qui sont bénéficiaires du FPIC. Le but de la manœuvre était bien évidemment d'éviter que ces collectivités ne soient concernées. Si je regarde ce mécanisme, l'idée c'est qu'évidemment l'utilisation qui serait faite en 26 le serait sur proposition du comité des finances locales. Au-delà de ce premier fonds, 4 autres mesures sont à ce stade dans le projet de loi de finances. Une première mesure qui est la baisse d'application immédiate sur les investissements engagés du taux de FCTVA qui passerait de 16,404 à 14,850. Le FCTVA devant rester un instrument de soutien à l'investissement. Ça, c'est vraiment un point auquel on est tous très attachés. L'exclusion de l'éligibilité au FCTVA des dépenses de fonctionnement. On retirait l'entretien des réseaux et le cloud informatique. La stabilisation en 2025 de la part de TVA affectée aux collectivités, c'est 5,2 milliards, donc même montant que l'année 24. Et la baisse des variables d'ajustement à hauteur de 487 millions après plusieurs années de grande modération, retrouvant finalement un niveau comparable à celui de 2017. Je redis qu'il s'agit là, bien évidemment, d'une première version. Dans un contexte contraint, je voudrais maintenant parler des moyens des collectivités au titre du prélèvement sur recettes. Le concours financier de l'État aux collectivités s'élève à 53,5 milliards en CP. L'année 25 est marquée par l'arrêt du dispositif du filet de sécurité mis en place en 23 pour soutenir les collectivités face à la croissance du prix de l'énergie, ce prix de l'énergie ayant maintenant connu une relative stabilité. En fonctionnement, la DGF sera stable et au sein de la DGF, l'effort de péréquation sera maintenu à son niveau 2024, ainsi que le prélèvement en faveur de la DSU qui est porté à 140 millions d'euros, la DSR à 150 millions d'euros et 60% des collectivités auront une DGF qui augmentera en 2025.
La dotation de péréquation intercommunale et la péréquation départementale seront l'une et l'autre de 10 millions d'euros. Les dotations pour les titres de sécurité resteront à 100 millions d'euros. La dotation aménité rurale également à 100 millions d'euros. Donc voilà globalement la situation en ce qui concerne les dotations. Les moyens de l'intervention territoriale de l'État en 2025, les crédits des dotations d'investissement sont reconduits au niveau de 2 milliards en autorisation d'engagement. Leur trajectoire de verdissement est rehaussée tout en conservant leur vocation généraliste. La démarche de simplification et de dématérialisation sera bien évidemment poursuivie. Pour 2025, comme depuis d'ailleurs 2023, le soutien de l'État au projet d'investissement des collectivités est principalement assuré par 2 programmes budgétaires qui me sont rattachés. Le programme 119, la mission Relations avec les collectivités, avec la DSIL, la DECID, la DETR, la DPV pour un montant de 2 milliards reconduit dans le PLF, avec une responsabilité de programme qui était jusque-là assurée par le ministère chargé des collectivités, décomposé en 1,046 milliard pour la DETR, 570 millions pour le soutien à l'investissement local et 200 millions pour la dotation de soutien à l'investissement des départements, 150 millions pour la politique de la ville. Le programme 119 porte des dotations de décentralisation qui compensent des charges supportées par les collectivités à la suite d'un transfert, d'une création ou d'une extension de compétences. Sur le programme 380, le fonds vert, sa consommation sur l'exercice 2023 est d'1,8 milliard d'euros. Il sera dans le budget pour le PLF 2025 à 1 million d'euros. L'idée, c'est clairement de participer à la maîtrise des dépenses de l'État et le recentrage permettra de rationaliser quelques mesures. Ces mesures ont évidemment pour gestionnaire délégué les mêmes responsables, donc les préfets. Et je souhaite que les dotations de soutien à l'investissement fassent l'objet d'un travail en vue de leur rapprochement. Parce que quand on regarde l'ensemble de ces dotations, on se rend compte que l'effort de verdissement a déjà été pris à bras-le-corps par les élus locaux, puisque 25% des investissements de la DSIL, 15% des investissements de la DETR servent déjà les objectifs de la transition écologique, ce qui montre que finalement, le fonds vert n'est pas le seul utilisé par la dépense territoriale au service de la transition écologique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'aucune dépense publique ne doit aujourd'hui être séparée de l'objectif d'accompagnement de cette transition écologique qui, je le rappelle, correspond à la deuxième dette de notre pays. Alors, il ressort qu'à rebours de leur philosophie première qui visait à donner à chaque dotation d'investissement un objectif ou un objet précisément déterminé, on voit aujourd'hui une multiplication des cofinancements, des financements croisés par ces différents outils, différents du point de vue administratif. Je parle évidemment de la DSIL, de la la DETR et du fonds vert. Et donc, quelque part, je pense que leur cloisonnement ne fait plus vraiment sens. Et moi, je suis tout à fait prête à travailler sur le sujet pour regarder comment nous pouvons avoir une doctrine d'emploi plus simple et que je pense que la notion de fongibilité partielle doit être évoquée et je suis tout à fait prête à échanger sur ces sujets. Je suis claire, je ne cherche pas à diminuer, je suis dans le contexte de ce qui est dit dans ce budget, mais pour autant avec plus de souplesse à l'intérieur des différentes enveloppes, parce que je crois que ce qui est important, c'est qu'un gestionnaire qui peut financer au meilleur coût certains projets d'investissement ne doit pas être sanctionné par la perte de crédit ainsi libéré, mais bien au contraire pouvoir redéployer son effort ailleurs. Je terminerai ce propos introductif en mentionnant le programme 122, concours spécifiques et administration, qui regroupe des aides spécifiques gérées par le ministère et attribuées aux collectivités territoriales, ainsi que les moyens attribués à la Direction générale des collectivités locales pour la mise en œuvre de ces missions au profit des collectivités territoriales. Le montant des crédits du programme sont reconduits sensiblement à l'identique, exception faite d'une ouverture supplémentaire pour le fonds de soutien à l'État pour contribuer à la prise en charge financière de la réparation des dégâts sur le bien des collectivités territoriales qui ont été causés par les violences urbaines de juin 2023 et juin-juillet d'ailleurs. Ce fonds avait été créé en 23. Il nous reste à financer les restes à payer pour couvrir les engagements de l'État. Il est donc prévu une ouverture de 63 millions en CP en 2025. Voilà, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, les principales dispositions de ce texte dont je tenais à vous faire part, ainsi que les axes principaux selon lesquels je conçois mon action à la tête de ce ministère.
Je vous remercie, Madame la Ministre, et je précise que l'examen des amendements et le vote sur les crédits auront lieu le 30 octobre. Je donne maintenant la parole à Madame Blandine Brocard, notre rapporteure pour avis. Merci, Monsieur le Président. Veuillez excuser mon retard. Effectivement, je prêtais serment dans l'hémicycle. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, c'est avec plaisir et honneur que je suis présente parmi vous en tant que rapporteur pour avis de cette mission Relations avec les collectivités territoriales cette année, après avoir apporté un autre avis budgétaire lors de la précédente législature. Nous pouvons commencer par être rassurés par le maintien en 2025 du niveau des crédits alloués à la mission RCT en loi de finances initiale pour 2024 à un montant d'environ 4 milliards d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Cela signifie que l'État sera au rendez-vous concernant les principales dotations d'investissement allouées aux collectivités territoriales, soit la DETR, la DSIL ou les différentes dotations générales de décentralisation. En revanche, en raison de la situation complexe dans laquelle nous nous trouvons, le gouvernement demande aux collectivités territoriales de faire un effort de 5 milliards d'euros en 2025. Il me semble ici important de le dire, tous les acteurs contribueront cette année à l'effort de redressement des comptes publics. Ce qui importe, il me semble, c'est que cette contribution se fasse de la façon la plus juste et la plus équitable possible. Pour les collectivités, elle passe notamment par un prélèvement de 3 milliards d'euros répartis sur 450 grosses collectivités territoriales en bonne situation financière afin de financer un fonds de précaution pour les collectivités dans une logique d'auto-assurance. Donc si l'idée apparaît raisonnable, nous manquons à ce stade d'informations sur les modalités de la redistribution de ces 3 milliards d'euros. En outre, Madame la Ministre, je m'interroge. Est-ce que ce financement aura un impact sur l'écrêtement de la DGF puisque les collectivités qui participent le plus à cet écrêtement sont aussi celles qui financeront ce fonds? Est-ce que ce mécanisme ne risque pas finalement d'encourager la mauvaise gestion puisque seules les collectivités qui sont de bonnes élèves financent ce fonds? Enfin, de façon générale, avez-vous réalisé des études sur les conséquences de cette mesure sur l'investissement des collectivités alors qu'elles s'engagent massivement dans la transition écologique? Et cette question est d'autant plus importante que les crédits alloués au fonds vert, qui ne sont pas rattachés à la mission RCT, mais qui financent les projets d'investissement des collectivités, vont être significativement diminués en 2025, passant de 2,5 milliards d'euros en loi de finances pour 2024 à 1 milliard dans le PLF que vous nous présentez. Dans ces conditions, comment s'assurer que nous serons à la hauteur des enjeux en termes de transition écologique? J'en viens à la partie thématique des travaux que j'ai menés. J'ai fait le choix de me concentrer sur la lisibilité des dotations aux communes. J'ai donc naturellement rencontré les principales associations d'élus concernés, la DGCL, et je me rends jeudi dans le Rhône pour rencontrer notamment les services de l'État. Le premier bilan de ces entretiens est sans appel. Les élus font état d'une difficulté sur ce sujet avec l'impossibilité de savoir, avant le lancement du projet et parfois même lorsque le projet démarre, le montant de la subvention qui sera finalement attribuée. Si ces difficultés semblent avoir été encore plus importantes cette année suite aux annulations de crédits en cours d'année, il me semble possible d'agir pour améliorer la prévisibilité de ces dotations. Tout le monde serait gagnant. Plus de prévisibilité, cela permet d'avoir un véritable effet de levier et non un simple effet d'opportunité. Selon moi, plus de prévisibilité passe par un renforcement de la pluriannualité des dotations, dans la continuité de ce que prévoit la circulaire du 31 mai 2024. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous faire un point sur l'application de cette circulaire par les préfets? Et peut-on aller plus loin dans la pluriannualité et dans la prévisibilité des dotations pour les communes? Cette pluriannualité doit-elle se faire dans un cadre contractualisé renforcé? En tout état de cause, elle doit nécessairement être accompagnée d'une simplification des normes pour plus d'efficience. Les élus locaux ont également fait part de leur souhait d'être mieux accompagnés par les préfectures lors de l'élaboration de leurs projets. Je terminerai ce propos par une réflexion plus personnelle. Je m'interroge sur l'impact de la suppression de la taxe d'habitation, d'une part sur nos finances publiques et d'autre part sur la rupture du lien qu'elle a engendré entre le citoyen et la commune. Je vous sais sensible, Madame la Ministre, à ce sujet, d'où ma question. Est-ce qu'une réflexion est engagée par le gouvernement
concernant la mise en place d'une contribution citoyenne locale dont les modalités de fonctionnement seraient naturellement différentes de celles de l'ancienne taxe d'habitation que nous avons supprimée car injuste. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je signale que nous suspendrons pour le vote à 17h30 ou 17h20 de la motion de rejet concernant le PJL d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Madame la ministre, je vous laisse peut-être répondre à Madame la rapporteure, après quoi nous passerons aux représentants des différents groupes. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci pour ces différents propos. Donc, je vais revenir sur la première question que vous m'avez posée sur les modalités de redistribution de ce fonds mis en réserve. Donc, pour être plus clair, donc l'année 25 est une année effectivement de prélèvement. La redistribution, donc c'est pour l'exercice 26 avec 3 fonds de péréquation, le FPIC, le fonds des MTO et le fonds de solidarité des régions après avis du CFL. L'idée, c'est que ce soit fait avec le CFL. Sur la DGF, il n'y a pas d'impact sur l'écrêtement de la DGF puisque c'est un mécanisme financier qui est très clairement séparé. Sur votre commentaire sur effectivement le sujet des collectivités qui ont globalement un budget supérieur ou égal à 40 millions d'euros et qui potentiellement sont celles qui ont le moins de difficultés financières. Je dois vous dire que le travail qui est fait est un travail qui est difficile. L'objectif, c'est bien évidemment d'essayer de regarder comment on peut travailler dans une logique qui est aussi de tenir compte de la situation financière de l'ensemble des collectivités. Et pour être clair, un des sujets que je me permets d'aborder, c'est celui des départements. Puisque, comme vous le savez, quand on regarde à la fois communes, PCI, départements, régions. Et vous savez qu'un certain nombre de départements sont dans une situation qui est une situation extrêmement difficile et qui, bien évidemment, ne permet pas le moindre prélèvement, d'où cette notion vraiment de vigilance. Et ce que nous regardons avec ce mécanisme, c'est très concrètement une baisse des dépenses de fonctionnement. C'est vraiment ça que nous cherchons à faire et c'est en ça qu'il n'y a pas d'incitation à la mauvaise gestion. Sur le commentaire que vous avez fait sur le fonds vert, je rappelle qu'effectivement, quand on regarde la LFI pour 2024, il y avait 2,5 milliards, mais je rappelle que le décret de février avec le gel des dépenses avait déjà ramené le fonds vert à 1 750 000 euros. Et je vous ai dit tout à l'heure que le sujet avait été d'ailleurs, quand on regarde la consommation du fonds vert sur l'exercice 23, donc l'exécuté, ce qui est quand même le juge de paix, on est effectivement à 1,8 milliard. Donc on voit bien que c'est là où est le sujet et je pense que c'est important qu'on le regarde. Sur la circulaire concernant la contractualisation et la pluriannualité. Je dois la vérité de vous dire que dans ma 3e semaine d'arrivée au gouvernement, je n'ai pas de lecture à ce stade sur le sujet, mais ça fait partie des points que je veux regarder. Tout à l'heure, je faisais allusion au travail que je souhaitais mener avec préfet, sous-préfet. Typiquement, c'est un des sujets et le Premier ministre a été très clair dans sa feuille de route, insistant auprès des membres de son gouvernement sur le suivi. En d'autres termes, l'heure n'est pas aux annonces, elle est à que sont devenues les annonces. Et je pense que nous avons un travail tout à fait important à faire. Et moi, je fais partie, en tant qu'élue, de celles et ceux qui pensent que la contractualisation pluriannuelle est effectivement un moyen de pouvoir avancer. Et quelque part, le CRTE est un outil qui n'est pas inintéressant. Et dans la méthode que je souhaite appliquer, je souhaite regarder dans chacune des régions les CRTE avec un prisme, je vous le dis, assez simple, les 10 qui fonctionnent le mieux et les 10 qui ne fonctionnent pas, pour essayer de comprendre pourquoi on a une telle différence et quelles sont les raisons, de façon à mesurer finalement comment une contractualisation peut fonctionner à certains endroits, pas à d'autres, et regarder ce que nous pouvons faire. En d'autres termes, pas réinventer quoi que ce soit, mais essayer de comprendre quels sont les blocages, quels sont les irritants. Je pense que c'est un point tout à fait important. Pour votre question sur la simplification des normes, je ne vais pas à chaque fois vous dire rapport Avignon, mais en tout cas, c'est un sujet pour moi concret et qui permet tout de suite
ensuite de mettre en place quelque chose qui existe et qui est disponible. Et sur votre point de la rupture entre le citoyen et la commune, je dois vous dire, Madame la rapporteure, qu'à titre personnel, puisque vous comprenez bien qu'à ce stade, je n'ai pas mandat pour engager le gouvernement, mais en ce qui me concerne, je suis très intéressée par l'idée de redonner un pouvoir de taux déjà aux collectivités. Je suis consciente que la pression fiscale dans notre pays est l'une des plus élevées, et donc il faut que nous soyons extrêmement vigilants, mais pour autant, je pense que nous ne pouvons pas éviter ce débat avec les collectivités, et nous sommes à 18 mois des élections municipales. C'est probablement un moment pour réfléchir à une contribution dont j'ignore au moment où je vous parle quels peuvent être les moyens, mais je pense qu'il y a probablement une réflexion à mener. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Yohann Gillet pour le groupe Rassemblement national. Je vous rappelle que c'est pour 4 minutes. Oui, Madame la Ministre, la situation est critique, personne ne peut le nier, et certainement pas le Rassemblement national qui n'a eu de cesse ces dernières années d'alerter. La France vit au-dessus de ses moyens. Mais c'est bien la gestion catastrophique de nos finances publiques par les gouvernements successifs qui a mis la France dans cette situation. La France cumule ainsi des records d'impôts, de déficit et de dettes. Loin de la rupture attendue et du courage politique, le gouvernement a présenté un budget injuste. Injuste pour les retraités et les Français qui travaillent. Injuste aussi pour les collectivités territoriales à qui vous allez retirer pas moins de 5 milliards et à qui vous baissez la DGF en euros courants. Rappelons-le, si la situation des collectivités ne cesse de se dégrader, c'est en raison de l'étranglement financier imposé par l'État, soit par des décisions directes, soit en ricochet du fait de la politique nationale menée. Deux petits exemples, 90% de l'augmentation de la masse salariale des collectivités est du fait des mesures imposées par l'État, sans aucune compensation. Depuis 2 ans, les droits de mutation ont chuté, conséquence directe des erreurs stratégiques et, disons-le, de l'incompétence des gouvernements successifs. On demande toujours plus aux élus locaux, avec de plus en plus de normes inflationnistes, mais avec toujours moins de moyens. Les nouvelles normes, parlons-en d'ailleurs, rien qu'en 2022, on estime à plus de 2 milliards leur coût pour les collectivités et à plus de 1,2 milliard en 2023. Je veux ici d'ailleurs, Madame la Ministre, rappeler que les crédits destinés aux dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales dans le cadre du PLF 2025 ne répondent pas aux besoins de nos territoires et de nos concitoyens. DETR, DPV, DSIL. En euros courants, ces dotations d'investissement sont en recul du fait de l'inflation. Cette situation est non seulement injuste pour les collectivités qui, rappelons-le, ne sont à l'origine que de 8% de la dette publique, 208 milliards sur les 3200 milliards de la totalité de la dette publique, mais elle est injuste aussi pour les Français. Et elle est, il faut le dire, dangereuse pour l'économie du pays. Dangereuse car il est toujours utile de le rappeler, 70% de l'investissement public est porté en France par les collectivités. Madame la Ministre, j'aime le rappeler également, les collectivités territoriales sont bien gérées dans leur ensemble, et notamment les communes. Leur dette est globalement saine, pour une raison simple, les collectivités n'empruntent que pour leurs investissements, quand l'État, lui, emprunte pour son fonctionnement. Alors voilà que face à cette situation financière compliquée, le nouveau gouvernement continue de faire s'envoler les dépenses publiques d'État, et taille là où il est facile de tailler, auprès des retraités, des Français qui travaillent et des collectivités. Des réformes structurelles, il y en a pourtant à faire, avec des économies à la clé. L'immigration nous coûte 30 à 50 milliards par an. La fraude fiscale et sociale, ce sont plusieurs dizaines de milliards. L'accumulation d'un nombre gigantesque de structures et agences gouvernementales, c'est 20 milliards au bas mot. Mais Madame la Ministre, pour rester dans votre portefeuille ministériel, je vais plutôt vous dire ce sur quoi vous pourriez agir concrètement si le gouvernement auquel vous appartenez avait un minimum de vision d'avenir et un minimum de courage politique. En 2015, le redécoupage de la carte des régions devait engendrer des économies. Là aussi, le Rassemblement national avait prévenu et alerté. Il n'en a rien été. Les dépenses n'ont au contraire fait qu'exploser. J'en veux pour preuve, par exemple, la région Occitanie, ma région, qui a un budget de 3,55 milliards, soit plus d'1 milliard de plus qu'à l'époque des 2 anciennes régions depuis fusionnées. En 2023, d'ailleurs, les dépenses des régions ont continué d'augmenter de 4,9%, avec des charges externes en hausse de 15%. Les charges financières, quant à elles, ont augmenté de 52,9%. Le redécoupage des régions a par ailleurs éloigné les Français de leurs élus. C'est aussi un sujet qu'il faut entendre. Bref, c'est donc le sujet du millefeuille administratif qu'il faut avoir le courage d'aborder. Le rapport Ravignon dont vous avez parlé a ainsi évalué le fardeau du millefeuille administratif à 7,5 milliards d'euros. Il faut également aborder le sujet des EPCI qui gèrent des compétences qui autrefois étaient
gérés par des mairies, avec une croissance importante dans les dépenses de fonctionnement et dans les effectifs Merci, également. Alors, collègue. Madame la Ministre, il faut agir. Et pour Merci. conclure, le Rassemblement national vous demande des mesures concrètes d'économie avec une vision d'avenir sur le moyen et le long terme. Il faut agir et poser sa question dans les 4 minutes, chers collègues. Laure Miller pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Tout d'abord, félicitations au nom du groupe Ensemble pour la République pour votre nomination. Lors de votre passation de pouvoir, vous avez parlé de respect et d'humilité et promis d'écouter chaque élu avec une attention toute particulière à leurs capacités et leurs moyens d'agir. En effet, écouter, soutenir les élus locaux, c'est ce qui a été fait ces dernières années, pour mieux protéger d'abord l'exercice d'un mandat électif, avec le renforcement de l'accompagnement et la fermeté à l'égard des auteurs de violences commises à l'égard des élus. Pour accompagner les collectivités dans la transition écologique avec le fonds vert qui, je le rappelle, ne devait exister qu'un an et qui a été pérennisé. Faire en sorte que l'État soit un facilitateur dans les projets des collectivités, c'est le cas grâce au couple maire-préfet qui fonctionne très bien. Nous avons aussi agi encore récemment sur le sujet des secrétaires de mairie, véritables chevilles ouvrières de nos communes. Concrètement aussi, il n'est pas inutile de rappeler qu'en 2023, la DGF a été augmentée pour la première fois depuis 13 ans et que la hausse a suivi également en 2024. J'ai une première question, mais qui a déjà été évoquée par Madame la rapporteure sur le fonds de précaution dont on parle dans le projet de loi de finances, parce qu'en effet, comme vous avez pu le dire, il y a un sentiment qui revient chez les élus locaux, qui est celui qu'on va chercher finalement à faire des économies on va chercher les collectivités qui sont les plus vertueuses et qu'on laisse entre guillemets finalement tranquilles celles qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc vous avez répondu en effet sur l'avenir de ce fonds de précaution pour l'année prochaine. Et puis ces derniers mois, vous l'avez dit, ont été déposés sur la table du gouvernement 2 rapports importants qui nous semblent très utiles. Utiles parce que ces rapports répondent à la question fondamentale du lien de confiance entre l'État et les collectivités locales. On le voit bien dans nos relations avec les maires, les élus départementaux, régionaux. On ressent aisément la fragilité de cette confiance parce qu'il y a un vrai besoin de décentralisation, de faire confiance aux élus de terrain, et une fragilité car il y a de l'incompréhension. 2 petits exemples concrets que vous connaissez très bien et que je cite chez moi mais qui ne sont pas des cas isolés. Le RSA relève de la compétence des départements, l'État compense, mais ces compensations ne tiennent pas compte de l'évolution du nombre de bénéficiaires du RSA. Dans la Marne, c'est 5 millions d'euros qui ne sont pas compensés cette année. L'augmentation du SMIC, la revalorisation du point d'indice, ce sont de belles nouvelles, mais qui ne sont pas nécessairement compensées. De la même manière, les expérimentations sont une excellente méthode, mais force est de constater qu'elles finissent toujours, ou peut-être parfois, par une généralisation à la charge de la collectivité. S'agissant de ce sujet de la compensation, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'idée défendue par notre collègue Éric Woerth de redonner du pouvoir de taux aux collectivités territoriales et de mieux partager l'impôt national et la gouvernance afférente. Les élus locaux, enfin, voient au quotidien un enchevêtrement des politiques, des compétences entre État, collectivités et des doublons qui nuisent à la fois à la clarté des politiques publiques, mais aussi à leur efficacité. Le rapport, vous l'avez cité, de Boris Ravignon apparaît clairement comme une lueur d'espoir pour nous tous. Nous pouvons désormais chiffrer ce coût de l'enchevêtrement, estimé à 7,5 milliards d'euros, porté en très grande partie par les collectivités elles-mêmes, 6 milliards d'euros. Et ce sont d'ailleurs les communes qui payent le plus lourd tribut de cette situation, avec une dépense estimée à 4,8 milliards d'euros. Je voulais donc vous interroger, Madame la Ministre, sur votre méthode pour réduire ces coûts liés à l'enchevêtrement des compétences entre État et collectivités, et ainsi qu'à la surabondance de normes pesant sur nos collectivités. Comment est-ce qu'on pourrait y être, évidemment, nous, parlementaires, associés à votre méthode et à cette réforme nécessaire? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Elisa Martin, pour le groupe La France Insoumise. Merci beaucoup. Allons tout d'abord à l'essentiel. Il s'agit donc, tout cumulé, de 10 milliards qui vont être ponctionnés au détriment des collectivités, dans un contexte où Bruno Le Maire les rendait responsables du déficit public. Je rappelle, si besoin était, que les budgets des collectivités doivent être nécessairement à l'équilibre. Tous les propos de Bruno Le Maire sont donc tout à fait faux. La Cour des comptes évoque la suppression de 100 000 emplois dans un sombre bureau. Qui, quoi, comment, on ne le sait pas. Soyons clairs. Cette réduction drastique des moyens consacrés aux collectivités locales auront des conséquences sur les services publics et sur les politiques publiques. Nous pensons par exemple à la protection de l'enfance. Nous pensons, autre exemple, à l'accueil public de la petite enfance qui, à force d'étrangler les collectivités, a laissé la place au privé avec les conséquences que l'on sait. Avec moins de 60% sur le fonds vert, il ne sera même plus question d'isoler de façon correcte et écologique les bâtiments publics. Franchement, quelle hypocrisie. 2 principes constitutionnels et républicains sont bafoués. La libre administration des collectivités
et l'autonomie financière. La libre administration des collectivités est un principe démocratique. Cela dit, que les élus doivent pouvoir respecter leurs engagements, mettre en œuvre leur programme sur lequel ils ont été effectivement élus. Cette impuissance dans laquelle vous les enfermez, évidemment, explique une partie des tensions dont ils sont victimes. La surenchère pénale ne réglera, de ce point de vue, absolument rien. L'autonomie financière est quasi inexistante aujourd'hui, en particulier pour les communes. Et cette expression redonner du pouvoir de taux aux collectivités est peut-être pudique et bien emballée dans un certain nombre de salons, mais chacun a compris ce que cela voulait dire. Débrouillez-vous et recréez, et on vous donnera l'autorisation de recréer un impôt. Les collectivités aujourd'hui, et particulièrement les communes, n'ont plus de levier fiscal. Il ne reste plus que la part locale de la taxe foncière, d'où une augmentation majeure de celle-ci que nous avons pu constater. Il ne reste que cela, étant entendu que cet impôt est particulièrement injuste. Un État sans parole, pour ne pas dire imposteur. Des politiques publiques ont été imposées aux collectivités. Par exemple, les dispositifs d'accueil périscolaire. Ceux-ci devaient être effectivement financés par l'État. Or, on apprend, avec un examen un peu précis des documents, que cette compensation n'existera plus. Les pertes liées à la disparition de la taxe d'habitation, qui devait être compensée à l'euro près, ce qui suppose forcément d'évaluer effectivement ces montants. Cette évaluation devait avoir lieu fin 2023. Elle n'a même pas été mise en œuvre. Voilà les raisons pour lesquelles nous considérons que nous sommes confrontés à un État qui est un État imposteur. Et de ce point de vue-là, l'on pourrait dire que le cynisme le dispute à l'irresponsabilité. Tout le monde paye, sauf vous, qui êtes responsable de la situation financière du pays. À cela, vous entretenez la récession. Les collectivités locales, vous l'avez dit, contribuent à 70% de l'investissement public civil. A priori, tendanciellement, plutôt vertueux. On construit un certain nombre d'équipements publics et l'on permet aux services publics locaux de pouvoir se dérouler dans les conditions les meilleures. Vos logiques austéritaires auront un impact économique. Vous dites leur faire confiance, ce qui devrait être le cas, effectivement, mais dans les faits, vous les sabordez et vous les empêchez de pouvoir mener leur politique, encore une fois, sur laquelle ils ont été élus. Ils n'ont même plus les moyens de s'assurer face aux aléas climatiques. Et on a tous été frappés par l'image des élus locaux, les pieds dans l'eau, qui venaient en aide à leurs concitoyens. Hervé Solignac pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous sommes au mois d'octobre et les collectivités entrent dans une période de construction budgétaire, débat d'orientation budgétaire, vote du budget. Et vous imaginez bien qu'avec un tel PLF, elle rentre dans cette période-là avec un certain nombre de questions, d'incertitudes, et je dirais même un contexte d'insécurité dont vous connaissez les conséquences, puisqu'une collectivité, quand elle est dans l'insécurité budgétaire, elle appuie d'abord sur le frein des investissements. Et c'est très probablement ce qui va se produire à l'issue de ce budget tel qu'il s'annonce aujourd'hui. Cela dit, je voudrais vous remercier d'avoir rappelé que les collectivités, c'est 8% de la dette publique, parce qu'il y a eu une petite musique qui a fait peser sur les collectivités une responsabilité importante s'agissant de la dette. C'était les propos de M. Bruno Le Maire. Ils étaient très injustes, je crois, à l'endroit notamment des exécutifs de ces collectivités qui font un travail important pour tenter de maîtriser la dépense publique, ce qui ne les exonère pas d'un effort, mais qui était, je le crois, absolument injuste. Vous avez, permettez-moi de le souligner, vous avez même admis les injonctions de l'État qui généraient des dépenses. C'est agréable à entendre de la part d'une ministre chargée des collectivités. La question étant de savoir quels sont les effets qui peuvent suivre ce type d'analyse et de reconnaissance. Permettez-moi également de vous dire que j'accueille un peu avec circonspection la fongibilité des enveloppes que vous avez évoquées, parce que je crois que quand il y a fongibilité, le risque existe de pénaliser les territoires qui ne sont pas les plus dynamiques, et que le risque existe de voir les territoires, à contrario, les plus dynamiques, ponctionner une bonne partie de ces moyens-là. Je rappelle ici que dans DETR, il y a R, et que le R, j'y tiens. Et je ne suis pas le seul à y tenir, et je souhaite qu'évidemment ces
crédits puissent continuer à être fléchés vers les territoires ruraux et n'aient pas à pâtir d'une quelconque fongibilité. La réalité, ça a été dit par plusieurs collègues avant moi, c'est que les collectivités sont soumises en réalité à une double conjoncture à la fois économique et gouvernementale. Les DMTO qui plongent, c'est terrible parce que ces recettes-là sont volatiles, absolument impossibles à maîtriser et quasiment à anticiper. Des dépenses sociales qui augmentent considérablement, notamment pour les départements qui ont cette compétence-là. Des frais fixes, je pense ici à l'énergie, qui ont eux aussi explosé. Des charges salariales qui ont... et c'est heureux parce qu'il fallait évidemment augmenter ces rémunérations-là, mais qui ont conduit en 2024 les collectivités à devoir assumer 800 millions d'euros de dépenses supplémentaires. La revalorisation du RSA qui, elle aussi, était évidemment nécessaire, c'est quand même 500 millions d'euros en année pleine, sans compensation et sans accord préalable avec notamment le comité des financeurs. Donc, ça charge la barque considérablement et je pourrais résumer mon propos en disant que c'est plus de charges, des ponctions parfois phénoménales. J'ai cru comprendre que pour mon petit département modeste, conseil départemental de l'Ardèche, les sommes prélevées sur ces recettes de fonctionnement devraient avoisiner les 7 millions d'euros. Je suis très heureux de ne pas être vice-président en charge des finances de l'Ardèche parce que je pense que mon collègue va se faire des cheveux blancs pour arriver à boucler son budget. Et enfin, ce fonds vert qui, alors parfois vous avez jonglé entre les millions et les milliards, mais c'est bien 1,8 milliard d'euros d'exécutés et c'est bien un fonds vert qui passe à 1 milliard, si j'ai bien compris. C'est donc une coupe sombre, c'est comme ça que ça s'appelle, pratiquement divisée par deux. Alors je terminerai simplement en disant qu'il y a un principe, celui qui dépense décide. Vous avez beaucoup parlé de votre méthode et c'est bien d'avoir une ministre qui a une méthode. Je voudrais juste savoir si vous envisagez d'améliorer la codécision pour faire en sorte que celui qui dépense ne soit pas mis devant le fait accompli, parce qu'aujourd'hui, les collectivités, pour la plupart d'entre elles, ont le sentiment d'être mis devant le fait accompli. Je vous remercie. Merci. La parole est à Philippe Gosselin pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la Ministre, merci de vos propos. Au moins, avec vous, on a une connaisseuse des collectivités locales et c'est un point important. Mais pour autant, au-delà de ce satisfecit, quelques vraies inquiétudes. Quelques vraies inquiétudes, car nous partageons tous, je crois, avec différentes sensibilités, ce qui vient d'être dit. C'est un budget qui est injuste et qui place les élus locaux parfois en bouc émissaire. Bouc émissaire, car ils seraient présentés comme étant responsables de la dette publique. Il faut quand même rappeler les choses. Les collectivités locales, contrairement à l'État, ne peuvent pas voter un budget en déséquilibre et la dette est de la dette vertueuse puisque c'est de la dette d'investissement et je crois qu'il n'y a pas de difficulté à créer de la dette pour investissement, contrairement à de la dette pour le fonctionnement qui est récurrente évidemment et se répète tous les ans. On rappellera qu'effectivement c'est entre 60 et 70% de l'investissement public qui émane des collectivités locales et enrayer la machine des collectivités locales en termes d'investissement, c'est tout simplement enrayer la machine locale d'un certain nombre de marchés publics et donc l'économie départementale, communale, régionale, même si le Code des marchés publics permet bien évidemment, et c'est tout à fait normal, que les concurrences soient les plus larges possibles. De fait, assez souvent, on a des marchés locaux et c'est très bien ainsi. Donc, c'est le péril de l'investissement aujourd'hui qui est à mettre en avant, du manque d'investissement si les budgets sont reniés. Je crois que c'est l'occasion aussi de rappeler à l'État que ces engagements ne sont pas nécessairement tenus. Alors soyons clairs, ça ne date pas d'aujourd'hui uniquement. Des dépenses qui ne sont pas compensées. On est loin de l'esprit de la décentralisation de 82 qui était de compenser au franc le franc, à l'euro l'euro. Je vais vous prendre quelques exemples chez moi dans le département de la Manche. Le RSA est compensé à hauteur de 67%. C'est le meilleur score, 2 tiers. Un tiers qui n'est pas compensé. Et j'évoquerai, sans vouloir caricaturer, les MNA, 12 millions pour les mineurs non accompagnés, compensés à hauteur de 3,78, non pas millions, mais %. Vous voyez bien que le compte n'y est pas. Le fonds de précaution, évidemment, nous inquiète tous. Notre collègue Solignac parlait de son département, l'Ardèche. Je vais parler moi aussi de la Manche, charité bien ordonnée, n'est-ce pas? Commence par les exemples de terrain. 19 millions pour le seul département de la Manche, qui s'ajouteront aux 15 millions environ de DMTO, des droits de mutation à titre obligatoire, qui chutent compte tenu du peu de transactions immobilières en ce moment.
c'est la quadrature du cercle, et nous sommes aujourd'hui dans une vraie difficulté d'organisation. Et que dire de nos communes, petites communes rurales, qui sont à la recherche des bouts de ficelle pour essayer de gérer tant bien que mal avec des élus quasiment bénévoles et qui sont des moutons à 5 pattes, sentinelles de la République, de nos petites républiques qui fondent la grande. Ne l'oublions pas, nous sommes à 18 mois des élections municipales et beaucoup de vocations sont en train de s'éroder, et ça m'inquiète sur la suite, évidemment, de notre démocratie locale. Allez, je citerai Cloqueville, il est de la Manche, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Il fallait que je le dise, mais c'est bon de le rappeler, Madame la Ministre, chers collègues. Il y a un aspect aussi d'organisation. Quid du lien fiscal? Aujourd'hui, nos collectivités n'ont plus de lien fiscal. La taxe d'habitation est supprimée. Dans les départements et les régions, on n'a pratiquement plus de levier fiscal. C'est fini avec la CVAE, pour une part, avec la taxe professionnelle. Taxe d'habitation, disais-je, il n'y en a plus. Donc, il est urgent, je crois, de reconstituer un lien fiscal d'importance. Et ça m'amène à une deuxième question, après, finalement, plutôt une observation et des interrogations sur le fonds de précaution. Quelle perspective de décentralisation est liée évidemment à une déconcentration de l'État? Quelle perspective dans les mois à venir pour redonner aussi confiance et pouvoir en créer un acte nouveau de décentralisation qui serait enfin un retour à une plus grande autonomie des collectivités locales? Je vous remercie. Merci. Emmanuel Duplessis pour le groupe écologiste et social. Madame la Ministre, alors que la demande de proximité et de services publics ne cesse de croître, l'État, lui, se retire depuis de longues années des territoires. L'action des collectivités territoriales au service de leurs habitants est quotidienne et souvent pour pallier les insuffisances de l'État. Sur le droit à l'éducation, les collectivités organisent à tous les degrés l'amélioration des conditions de scolarité en investissant dans les établissements scolaires de la maternelle à l'université. Elles rendent concrète la promesse républicaine d'égalité en prenant en charge des coûts liés à la scolarité comme la restauration, le transport ou encore les fournitures scolaires. Face au manque de moyens dont souffrent les enseignants et l'éducation nationale, elle n'hésite pas à développer les activités périscolaires et à contribuer largement à l'épanouissement de la jeunesse, de son ouverture sur le monde et de son accès à la culture. La culture, parlons-en. Les collectivités sont là encore en première ligne pour accompagner et soutenir les acteurs culturels et permettre à nos concitoyens d'y accéder. C'est par leur action que sur l'ensemble de notre territoire, la culture est accessible, que les arts, le spectacle vivant, les festivals, les événements patrimoniaux vivent et font vivre nos territoires. Les collectivités sont aussi en première ligne du développement économique et du soutien à l'activité. Partout, elles appuient le tissu commercial, investissent et soutiennent les entrepreneurs. Dans nos villages, Madame la Ministre, lorsqu'il y a encore des commerces de proximité, c'est grâce à l'action des collectivités qui soutiennent nos artisans, la pérennité de leur activité et les accompagnent sur les investissements. La proximité, parlons-en aussi. Les collectivités assurent nombre de services publics de proximité, notamment lorsque l'État, lui, se désengage. Sur ma circonscription, ce sont pas moins de 7 agences postales qui ont disparu lors des précédentes années. Quasiment à chacune de ces fermetures, ce sont les communes qui ont pris le relais à travers des agences postales communales. Lorsque l'État, après avoir tout dématérialisé, cherche à nouveau la proximité, là encore, les collectivités sont mises à contribution. Nombre de dispositifs France Service, par exemple, ne peuvent fonctionner que par l'engagement des communes. Face à la désertification médicale, là encore, ce sont les collectivités qui agissent pour décharger les médecins et libérer du temps de soins, réduire les charges administratives et améliorer les conditions de travail des personnels médicaux. Je pourrais continuer longtemps à dresser le bilan des collectivités territoriales, très largement reconnues. Les élus locaux sont d'ailleurs les élus auxquels nos concitoyens accordent le plus leur confiance. Contrairement à ce que votre gouvernement prétend, l'action des collectivités ne s'inscrit pas dans une logique de dépenses incontrôlées. En effet, depuis des années déjà, les gouvernements successifs organisent leur appauvrissement. À Bercy, on multiplie ainsi les mécanismes complexes pour diminuer les recettes locales. Jour après jour, l'État détricote le principe de libre administration des collectivités et celui de leur autonomie financière. J'entends le discours sur le fait que les baisses de budget porteraient sur les grosses collectivités. D'une part, c'est confondre gros et riches. Pourtant, toutes les grosses collectivités ne sont pas riches. La moitié des départements ont déjà une épargne négative. Ils ont pourtant en charge les allocataires du RSA, les prestations de compensation des personnes en situation de handicap, l'allocation d'autonomie des seniors, ainsi que l'aide sociale à l'enfance dans un état déjà catastrophique. Que des dépenses non pilotables. D'autre part, c'est oublier que les fonds de concours ne sont pas épargnés, comme le fonds vert qui se voit amputé de plus d'1 milliard d'euros, ou encore le fonds de soutien aux activités périscolaires. Or, pour de nombreuses petites collectivités, il n'y a plus que les fonds de concours qui leur permettent d'agir tant les dépenses de fonctionnement ont déjà été comprimées lors des budgets précédents. Dans ce contexte d'injonction contradictoire où il faut faire toujours plus avec toujours moins, les maires sont de plus en plus nombreux à démissionner car ils ne peuvent plus mener à bien le projet pour lequel ils ont été élus. Ainsi, plus de 4700 élus municipaux ont déjà jeté l'éponge depuis 2020, dont 1300 maires, et ce mouvement risque de se poursuivre.
Plus que jamais, les élus locaux ont besoin d'être confirmés dans leur mission, toujours plus nombreuses, et de disposer d'une vraie vision pluriannuelle, à la fois sur leurs recettes, mais aussi sur leurs dépenses. Madame la ministre, au vu de l'action des collectivités territoriales, comment pouvez-vous penser que la cure de 6 milliards d'euros que vous souhaitez imposer à ces collectivités puisse se faire sans dégrader durablement les conditions de vie dans nos territoires ? Merci. La parole est à Éric Martineau pour les démocrates. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie d'être présente parmi nous aujourd'hui pour faire part des orientations de votre ministère. Un ministère au portefeuille large qui ouvrira la porte à un dialogue nouveau avec les collectivités, pour reprendre vos mots. Vos missions sont dans l'intitulé de votre ministère. Le partenariat avec les collectivités territoriales pour rétablir le lien entre le gouvernement et les collectivités, et la décentralisation avec l'ambition de clarifier et de faciliter le transfert de compétences. Sur ce sujet, le rapport de notre collègue Éric Woerth donne des pistes de réflexion pour consolider les moyens des collectivités, faciliter l'exercice des mandats locaux et clarifier la répartition des compétences entre les collectivités. L'un des points soulevés porte sur la recentralisation de compétences sociales, dévolues jusqu'à présent aux départements, et notamment l'aide sociale à l'enfance. Sur ma circonscription, j'ai pu constater à plusieurs reprises des dysfonctionnements dans les services à la petite enfance, largement pénalisés par des limites administratives, géographiques, entre départements, entre régions, allant contre le bien des enfants. Madame la Ministre, êtes-vous favorable à une recentralisation de l'aide sociale à l'enfance afin d'apporter des garanties homogènes de protection aux enfants ? Il en va du bien-être de nos enfants et de notre société. Par ailleurs, le rapport de M. Boris Ravignon estime que l'enchevêtrement des compétences entre les collectivités territoriales coûte 7,5 milliards chaque année. Ces coûts pèsent principalement sur les communes à hauteur de 4,8 milliards d'euros. Le rapport rappelle à une refondation complète du financement des collectivités afin de dépasser la défiance entre les collectivités et l'État et de revoir le partage de ses compétences et de ses responsabilités. Madame la Ministre, ces recommandations sont ambitieuses et vous semblez en apprécier d'aucunes. Pouvez-vous préciser lesquelles ? Devant l'effort financier demandé aux collectivités cette année, envisagez-vous sérieusement de vous pencher sur l'abaissement de ces coûts de millefeuille territorial tel que décrit dans le rapport ? Je vous remercie. Merci. Je signale que le scrutin public n'a pas été annoncé en séance, que les explications de vote n'ont pas encore lieu. Nous pouvons par conséquent poursuivre les expressions des différents groupes. La parole est à Laurent Marcangeli pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mes chers collègues, tous les acteurs de la puissance publique doivent participer à la réduction du déficit et le groupe que je préside est parfaitement lucide sur cette nécessité. Toutefois, il y a pour nous quelques conditions préalables, et je suis sûr, Madame la Ministre, que vous les partagez. C'est des points de méthode auxquels nous sommes tous attachés, notamment sur l'impératif d'un dialogue franc et respectueux avec les collectivités territoriales. 3 points nous semblent essentiels: la concertation, la réciprocité et la juste contribution. Si l'on regarde les grandes masses, il apparaît que ce soit bien l'État et les organismes de sécurité sociale qui pèsent le plus dans le déficit public et l'endettement. Les efforts devront donc venir de leur part dans la grande majorité. Le PLF pour 2025 prévoit plusieurs mesures de mise à contribution. D'abord, c'est la dotation globale de fonctionnement, cette fameuse DGF. Elle est maintenue à son niveau de 2024. C'est une bonne nouvelle. Ça aurait pu être pire, on a connu ça. Mais elle ne suit pas l'inflation. Ensuite, la fraction de TVA allouée aux collectivités reste parfaitement stable par rapport à 2024, ce qui empêchera de fait les collectivités de bénéficier de la dynamique de croissance pour l'année prochaine. Enfin, le fonds de compensation de la TVA verra son taux abaissé. Ces mesures semblent a priori proportionnées au regard de la situation de nos finances publiques qui sont, disons-le, très préoccupantes. Je souhaite m'attarder, ceci étant dit, sur le nouveau dispositif de contribution créé à l'article 64 du projet de loi de finances. C'est un lourd tribut, a priori, que les collectivités territoriales s'apprêtent à payer. Les plus grandes d'entre elles devront contribuer de manière significative à un fonds de réserve qui pourra représenter jusqu'à 2% de leurs recettes réelles de fonctionnement à partir de 2025. 2%, cela peut paraître peu,
Mais mes collègues élus locaux savent que c'est un effort massif à leur échelle. J'en profite donc pour vous demander, Madame la Ministre, comment ce fonds de réserve va-t-il fonctionner concrètement? En tout état de cause, le groupe Horizon et Indépendants propose d'instaurer une véritable règle de péréquation qui valorisera les collectivités territoriales bonnes en matière de gestion. Il nous paraît injuste que les collectivités bien gérées continuent de supporter le poids des inefficacités des autres. À terme, il serait souhaitable de mettre en place un système de bonus-malus pour enfin récompenser ceux qui font preuve de rigueur et contribuent activement au développement de leur territoire. La clé, vous le savez, Madame la Ministre, c'est la confiance. La confiance que porte l'État dans la gestion des deniers publics, la confiance qu'il porte aussi dans le transfert de certaines de ses compétences. C'est l'objet de ma deuxième question. Nos concitoyens attendent l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la décentralisation française. Quelles sont vos ambitions en la matière et surtout avec quels moyens? Au-delà de cette décentralisation se trouve naturellement la question d'un statut que vous avez évoqué, celui du territoire dont je suis issu. Nous attendons des contours précis qui restent à cerner. Je veux bien sûr parler de cette question liée à l'autonomie de la Corse. Aujourd'hui, on proie à de vraies difficultés économiques et sociales qui ne doivent pas être occultées au bénéfice du seul débat institutionnel. Les dessertes aériennes et maritimes qui relient l'île au continent sont elles aussi en difficulté. C'est pourquoi je déposerai prochainement des amendements visant à réajuster le montant de la dotation de continuité territoriale de façon pérenne et non pas par chaque exercice budgétaire. Le temps joue contre nous. Je souhaite, dans l'intérêt de tous, que tous ces projets aboutissent au plus vite. Pouvez-vous, Madame la Ministre, m'indiquer quelles sont vos priorités et dans quel calendrier allez-vous les inscrire? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous allons suspendre le scrutin public ayant été annoncé pour la séance. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, permettez-moi de vous dire que il se trouve que j'ai été élu député en 2017 et après avoir exercé pendant plus d'une vingtaine d'années à des mandats, différents mandats d'élu local, et je suis toujours élu local d'ailleurs, et c'est vrai que sous la présidence d'Emmanuel Macron et des gouvernements successifs depuis 2017, on ne peut pas dire que les maires, les collectivités locales aient été vraiment bien traités. Il y avait une certaine indifférence, une certaine méconnaissance aussi de la part de ce qu'on a appelé la Macronie à l'encontre des collectivités locales. Et je crois que ça s'est durement ressenti dans les liens de confiance qui se sont distendus entre les collectivités et les gouvernements successifs. Alors, votre arrivée était plutôt une espérance dans ce contexte. Mais vous arrivez au-delà de votre personne, qui est une expérience au regard de votre parcours. Le budget qui nous est présenté est là, par contre, une véritable douche froide. Si j'ajoute à ça, et ça a été rappelé par certains collègues avant, la provocation de Bruno Le Maire à l'encontre des collectivités, en essayant de leur faire porter le chapeau ou le mistigris de la dérive des comptes publics, alors qu'on sait, ça a été dit, ça a été répété, que les collectivités sont vertueuses de ce point de vue, dans la mesure où elles votent des budgets à l'équilibre et que leurs dettes ne couvrent que leurs investissements. Ça a été dit par Philippe Gosselin tout à l'heure. C'est une dette, pour ce qui concerne les collectivités, qui est une dette vertueuse. Alors, vous arrivez avec une note très salée pour les collectivités. Alors, certains parlent de 5 milliards. Si on fait bien les comptes, en tout cas, moi, je suis plutôt autour de 6,5 milliards qui vont être amputés sur les collectivités. Il y a une mesure qui, pour nous, est injuste et incompréhensible, c'est la mise en place d'un fonds de précaution qui n'est ni plus ni moins qu'une ponction de 3 milliards d'euros. Et si je fais le compte dans ma circonscription, sur les deux seules villes de Pierrefitte et de Saint-Denis, plus la communauté d'agglomération, c'est 10 millions d'euros qui vont être pris avec ce fonds, alors que nous avons des besoins considérables comme partout et que nous sommes quand même par ailleurs parmi les villes les plus pauvres de France en termes de population que nous accueillons et dont nous occupons.
il en est de même pour l'écrêtement de la taxe d'habitation. Tout ça va se traduire par moins de services publics, là où souvent l'État est déficient par rapport aux services qu'il lui-même il devrait tenir. Et on a 2 rapports parlementaires, un de Cornu-Gentil, un que j'ai fait avec Christine Decautre sur les services de l'État dans ce département de la Seine-Saint-Denis qui sont souvent en dessous de la moyenne nationale, si on prend notamment les missions régaliennes que sont la sécurité publique, la justice ou l'éducation. Et donc, il va y avoir une dégradation inévitable des services publics et des services rendus à la population, avec le risque d'accroître encore un peu plus les difficultés. Et puis, il y a des mesures, et je finirai par là, des mesures qui touchent à l'investissement, puisque que ce soit la FCTVA, notamment, ou le fonds vert qui va être amputé, vous allez amputer les capacités d'investissement des collectivités. Et je rappelle quand même que quand il y a 1 euro de dotation à une collectivité pour l'investissement, ça a un effet levier d'environ 3 euros. Donc quand on fait les comptes sur les 3 milliards d'investissements en moins qui vont être prélevés par les mesures envisagées dans la loi de finances, c'est environ 9 milliards d'investissements qui vont être amputés, et ainsi une capacité des collectivités à agir sur la croissance économique de notre pays qui va être dégradée. Merci. La parole est à Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Donc, partenariat avec les territoires, voilà un bel intitulé pour votre ministère. Il porte beaucoup de promesses et le groupe Lyot ne peut qu'espérer de voir ces promesses se concrétiser. Cependant, le budget 2025 nous inquiète grandement. L'ancien gouvernement a ruiné l'État et le nouveau gouvernement est bien décidé à faire les poches des élus locaux et toutes les strates y passent. Donc, quelques inquiétudes. Alors, 5 milliards d'euros en moins pour les territoires. Si j'étais taquin, je ferais remarquer que l'ISF rapportait justement 5 milliards par an et que finalement, on aurait pu le rétablir pour tout simplement ne pas toucher aux collectivités locales. Alors, la dette publique dépasse 3 200 milliards. Vous avez admis que, effectivement, c'était en rien la faute des collectivités locales, et là-dessus, on est bien d'accord. On a eu l'impression avec M. le maire que, finalement, l'État central, comme souvent, demandait aux autres d'assumer ses propres échecs. Sur la question du fonds de précaution, alors, la grandeur d'une collectivité ne fait pas forcément sa richesse d'une part, et d'autre part, il y a des collectivités qui ont déjà commencé à faire baisser tout simplement leur taux de fonctionnement. Et il faudrait peut-être en tenir compte parce qu'il y a effectivement des collectivités qui sont très vertueuses, d'autres qui le sont un tout petit peu moins. Donc, par exemple, sur quoi vous fondez-vous pour demander au total 56 millions à la région Bretagne ? Alors, je regrette évidemment le choix de geler la fraction de la TVA, parce que la dynamique, en fait, va être enlevée. On s'était battu pour ça en 2017, parce que ce n'était pas évident de l'obtenir de Bercy, on l'avait eu. Et donc, je ne peux évidemment que le regretter. Même chose, vous voulez faire la chasse aux dépenses de fonctionnement. Donc, ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi couper le fonds vert, qui, lui, est un fonds vraiment pour le coup d'investissement, et pourquoi s'attaquer au FCTVA? Alors, pour bien comprendre quand même, c'est derrière les élus locaux, ce sont des services pour la population, hein. Des écoles, des terrains de sport, des piscines, de la mobilité, des aides économiques. Tout ça, ce sont les collectivités qui le font, on l'a dit amplement, mais c'est 70% à peu près de l'investissement public. Enfin, madame, vous êtes chargée de la décentralisation. Comment initier un nouvel acte en privant un peu les élus locaux de leur marge de manœuvre? En fait, vous avez parlé aussi de donner le pouvoir au préfet. En ce qui me concerne, je préfère donner le pouvoir aux élus locaux, qui sont des élus du peuple et pas des fonctionnaires par rapport au préfet. Parce qu'un préfet, il dépendra toujours de la place de Beauvau, évidemment, son ministère. Donc, nous militons pour que, dans les compétences qui sont les leurs, les élus locaux aient à la fois une autonomie fiscale et une autonomie réglementaire, voire une autonomie législative dans un certain nombre de cas. Comme ça se passe d'ailleurs dans les régions qui nous entourent dans les autres pays. Et comme ça se passe aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc je sais qu'en tout cas, mes collègues corses et moi pour la Bretagne, nous on est prêts à assumer nos responsabilités.
Merci, chers collègues. Avant de passer la parole à Brigitte Barège pour le groupe UDR, je vous signale que pour la série de questions suivantes, on passera à 1 minute compte tenu de l'horaire. Je préviens les orateurs pour qu'ils puissent s'adapter. Merci à vous. Brigitte Barège pour le groupe UDR. Madame la ministre, mes chers collègues, il est vrai que quand on arrive pratiquement à la fin des questions, on a l'impression de répéter tout ce qui a été dit auparavant, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Il est profondément injuste, bien sûr, de voir les collectivités devoir assumer la mauvaise gestion de l'État, ça a été dit, alors qu'elles votent toujours leur budget à l'équilibre, ça a été dit. C'est également une atteinte au principe constitutionnel de la libre administration des communes, vous le savez. Votre constat, par contre, est honnête, Madame la ministre. Vous avez commencé en rappelant effectivement que les collectivités, à elles seules, assument 70% de l'investissement national et qu'elles n'ont finalement, elles ne sont responsables que de seulement 8% de la dette, contrairement à ce que tous les médias avaient claironné tout à fait au début et avaient médiatisé pour justifier donc l'atteinte aux collectivités locales. Vous avez également reconnu, Madame la ministre, que l'État est responsable d'une grande partie de l'alourdissement de nos charges de fonctionnement. Les exemples sont nombreux, ils ont été rappelés, les transferts de compétences, la revalorisation des salaires. Donc finalement, tout cela, vous le savez, vous l'avez bien dit et je vous en remercie. Dans vos prévisions, la seule bonne nouvelle, c'est le report de la suppression de la CVAE, qui va encore pénaliser, s'il a été supprimé, les territoires dynamiques, alors que, par exemple, cette recette pourrait, pour partie, bien sûr, contrebalancer les très lourdes dépenses qui ont été générées par le transfert des compétences de l'eau et de l'assainissement aux intercommunalités. Pour le reste, votre projet est une vraie catastrophe. Elle va, une fois de plus, pénaliser les collectivités les plus vertueuses, ça a été dit, favoriser les plus dépensières, ça a été dit, c'est totalement injuste. Et ça n'incite pas l'effort de redressement, qui est l'objectif affiché par le gouvernement, qu'il serait temps tout de même qu'il s'applique à lui-même. Mauvais souvenir, le contrat de Cahors. Je me souviens que pour mon intercommunalité, mon agglo, eh bien, les calculs de l'État étaient erronés, la justice nous a rendu raison. Autre mauvais exemple, la suppression de la taxe d'habitation, le cadeau électoral d'Emmanuel Macron, que l'État a eu beaucoup de mal à compenser, mais qu'il le compense de manière totalement injuste, puisque finalement, on fait supporter aux seuls propriétaires fonciers le financement des services publics. Et par ailleurs, la péréquation qui a été proposée à partir de la taxe foncière du département, eh bien, fait que pour ma commune, eh bien, les contribuables montalbanais payent 11 millions d'euros de taxes foncières, qui dépassent donc la compensation et qui sont redistribuées dans la région parisienne. Ce n'est pas normal que le contribuable ne finance pas les services publics qui lui sont rattachés. Ce sont des exemples pour montrer que tous ces exemples de péréquation, ces exemples de compensation ont été de très mauvais souvenirs pour les collectivités et cela nous fait excessivement peur. Déjà, l'État, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, les charges et les pénalités que nous impose l'État sont déjà trop lourdes, que ce soit au titre des pénalités SRU, des pénalités sur l'environnement, tout ce que l'État nous impose tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons, bien sûr, dans la mesure du possible, à ce projet. Cette justification, eh bien, aussi, trouve sa justification, cette opposition, dans le fait, par exemple, et ça a été dit également, qu'en obérant encore plus la trésorerie des collectivités, quelles qu'elles soient, vous obérez ainsi aussi leur capacité d'investissement. Et donc, par ricochet, vous allez diminuer la qualité du service public, mais également mettre en difficulté les entreprises qui contribuent à la construction de nos infrastructures. Et par voie de ricochet également, l'emploi va être lui aussi pénalisé à l'heure où on nous annonce de nombreuses faillites dans les PME et les TPI. Voilà, donc je vois que nous sommes nombreux à vous le dire, bien sûr, le président de l'AMF, votre propre maire de votre ville de Reims, Arnaud Robinet, qui critique bien sûr ce projet. Les maires n'en peuvent plus. Je dis les maires, puis je parle pour les maires, mais évidemment c'est valable pour toutes les collectivités locales. De grâce, Madame la Ministre, vous qui avez été un élu local de qualité, plaidez notre cause auprès d'un président qui, lui, ne connaît toujours pas la réalité locale. Merci. Je vous laisse, Madame la Ministre, apporter vos éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci, Mesdames et Messieurs les députés, pour les commentaires que vous avez bien voulu faire. Effectivement, je suis encore une élue locale, et donc je mesure parfaitement le sujet et je sais combien le dossier est compliqué. Alors, je vais, pour tout le monde, revenir sur un ou deux éléments, parce que ce sont des interventions que chacune et chacun d'entre vous ont fait sur cette notion du fonds de précaution. Donc, le fonds de précaution, aujourd'hui, l'idée, effectivement, ça a été de regarder des communes
450, ce ne sont pas forcément les premières, parce que vous avez raison, mesdames et messieurs les députés, taille ne veut pas dire richesse. Et que donc, les deux éléments qui ont été pris en compte pour regarder précisément les indices de faiblesse, c'est notamment le sujet de recevoir la DSU ou de ne pas être contributeur au FPIC. Ce qui veut donc dire que pour retenir 450 collectivités locales, on va beaucoup plus loin et qu'aujourd'hui, on va sur des collectivités plus nombreuses, puisqu'un certain nombre d'entre elles sont totalement exonérées. J'en profite pour dire que certain nombre de cartes ont été diffusées la semaine dernière et que ces cartes qui n'étaient pas diffusées par le gouvernement ne retenaient pas justement ces indices de fragilité et ont généré pour certains élus des chiffres qui ne sont pas tout à fait la réalité. Sur le FCTVA, je mesure la difficulté. Nous en parlons avec le Premier ministre. Très clairement, cette notion de rétroactivité, c'est, pour être clair, ce sont 800 millions d'euros. Je vous l'ai dit, moi aussi, je suis encore élu. Je sais ce que c'est que de faire un plan de financement dans lequel certains élus peuvent être quelquefois avoir pris un pré-relais, sachant qu'ils auront le FCTVA dans les 2 ans, partie probablement des sujets d'ajustement sur lesquels il faut que nous travaillons. Après, moi, je dis également que je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'effectivement, dans toutes les collectivités, il y a un service qui est apporté à la population. Vous avez été très nombreux à le dire. Ce service apporté à la population, il a un coût. Et donc, une des questions qu'il faut se poser, c'est faut-il durablement tenir nos concitoyens totalement éloignés du coût de tel ou tel service? C'est probablement une réflexion à mener. Je l'ai dit dans mon propos introductif, je le redis également. Autre point sur lequel je voulais redire un mot, c'est évidemment l'effort de redressement. Je rappelle que l'État doit faire 20 milliards d'euros d'économies et que ça passe par un certain nombre des sujets que vous avez évoqués sur effectivement des dispositifs de l'État, des agences, des coûts de fonctionnement de l'État qui nécessitent d'être revus. Enfin, le commentaire sur la loi SRU, moi je me permets de dire qu'elle va avoir 40 ans, cette loi SRU, et qu'on a aujourd'hui des sujets de logement extrêmement importants et que je crois que quelque part, à l'échelle d'un territoire, la complémentarité du type de logement est quelque chose d'extrêmement important. Je me permets de le dire, là encore, comme élu. Alors, pour répondre à M. Gillet, je voudrais également dire, vous avez été nombreux à parler des dépenses de l'État. Je voudrais juste quand même rappeler le filet de sécurité qui a eu lieu au moment de la crise sanitaire. Je rappelle les déciles exceptionnels, les augmentations de fonds verts. On a eu vraiment, à un moment, des accompagnements, peut-être avec le recul, beaucoup, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas quand même oublier ce qui a été fait et qui, notamment, a permis d'accompagner un certain nombre d'entreprises. Là, je voudrais également redire à Laure Miller, qui m'interpellait sur les secrétaires de mairie, que j'ai le parapheur aujourd'hui de la circulaire pour les préfets. C'est pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dirait Éluard, mais donc en tout cas, je vais signer ça tout à l'heure. Oui, il faut qu'on travaille sur les enchevêtrements. Moi, je suis absolument convaincue de la réflexion qu'on peut mener avec l'ADF, la RMF, les départements, les régions, notamment sur toutes ces subventions où de la commune à la région, chacun participe. Là-dessus, il y a clairement des réflexions à mener. Le fonds de précaution, il a pour objectif effectivement d'alimenter la péréquation à partir de l'exercice 26, puisque en 25, il sert à constituer finalement cette réserve. C'est un fonds de solidarité, donc un moment budgétaire inédit pour notre pays. Dans ce que disait Elisa Martin, elle était sur une addition à 10 milliards d'euros. Honnêtement, et ça me permet également de dire à Stéphane Peu qu'aujourd'hui, moi, je suis à 5. Je pense que quand il fait allusion à 6,5, il ajoute peut-être le sujet qui est le sujet de la CNRACL, qui est un sujet que je souhaite regarder de très près. J'étais dans un autre portefeuille, j'ai fait partie, c'est moi qui ai demandé le rapport, parce que je voyais la dérive des comptes et que le minimum que l'on doit aux agents de la fonction publique, c'est en capacité de payer leur retraite. On sait que le point, il est à 355 millions d'euros. L'idée, c'est probablement de pouvoir lisser sur plus que 3 ans, premier point. Et deuxième point, moi, je n'oublie pas qu'à d'autres moments, l'IRCANTEC, notamment, a bénéficié d'accompagnement de la CNRACL. Il y a peut-être là quelque chose qu'il faut travailler. En tout cas, pour moi, c'est un élément important. Sur l'autonomie financière, je rappelle que les ratios d'autonomie des communes n'ont pas baissé. Ils sont toujours supérieurs à 70%. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un élément qui a été très
très mis en avant par beaucoup d'entre vous. Je rappelle que l'effort, il a été également évoqué par Elisa Martin, le coût de la sécurité sociale. Je rappelle que ce qui est demandé, c'est 15 milliards sur les dépenses de sécurité sociale, 20 sur l'État. Donc, c'est vraiment un budget solidaire. Il n'est pas anti-élu. Il est solidaire sur la recherche d'économies partout. Hervé Soulignac m'a interrogé sur la fongibilité. Aujourd'hui, dans le fonds, il y a bien évidemment dans la DETR une poche ruralité. Il n'est pas question de l'enlever. Et moi, je n'ai pas aujourd'hui de décision prise. Je vous ai interpellé en vous disant, on voit des interactions, si je peux m'exprimer ainsi. On cherche des réflexions sur plus de simplicité. Ça se discute. Hein. Moi, je n'ai pas d'avis préconçu. Et en tout cas, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher à grappiller quelques millions supplémentaires par ce biais-là. Je crois qu'il était important de le préciser. Philippe Gosselin disait qu'effectivement, les collectivités locales n'étaient pas responsables de la dette publique et insistait sur les dépenses d'investissement. Je me permets de rappeler que la lecture de Maastricht intègre toutes les dépenses, y compris les dépenses d'investissement. Et ça, c'est une des difficultés, alors même que, bien évidemment, comme vous, j'ai présidé pendant 10 ans un exécutif local, comme vous, je sais très bien que mes investissements, je les finançais par mon épargne et par définition, c'est ma capacité d'autofinancement et donc l'accumulation de mes réserves. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'en reste pas vrai quand même qu'on a, quand on regarde les courbes, on a des dépenses qui augmentent plus vite que la constitution des réserves. Je crois que c'est important que nous puissions l'avoir en tête. Monsieur Duplessis insistait sur une notion de compétences enchevêtrées. C'est vrai, notamment culture, sport, enfin je pourrais en citer plusieurs. Je répète, moi là-dessus, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur le sujet et à regarder est-ce que c'est une notion de chef de fila, par exemple. Enfin, en tout cas, il y a une réflexion à mener pour éviter ce qui génère du coût de fonctionnement, qui est ne serait-ce que l'instruction de l'ensemble de ces dossiers. Sur les services publics, il y a 2800 services France Service aujourd'hui. On a un bilan d'usagers qui sont satisfaits à plus de 80%. On a aujourd'hui effectivement une participation des collectivités territoriales. On a une bonification de 7,5 millions pour les zones les plus fragiles. Je me permets de le redire. Donc là-dessus, je crois que c'est important qu'on soit conscient de cet élément. Pour Éric Martineau, sur le sujet de la recentralisation des dépenses sociales, moi je suis extrêmement prudente et je ne vais pas comme ça dire oui ou non, parce que vous avez cité à juste titre les sujets de l'aide sociale à l'enfance, mais il y a un autre sujet moi qui m'a frappé, ce sont les MDPH, où on voit que selon les départements, les prestations ne sont pas les mêmes et qu'on a des gens qui potentiellement peuvent changer de département considérant qu'ils seront mieux aidés ailleurs. Donc on touche l'égalité de traitement voilà, et on touche l'égalité de traitement à l'échelle du territoire. Donc, en tout cas, c'est pas chez moi, comme vous l'avez remarqué, mais en tout cas, je prends le point et je ne le méconnais absolument pas. Dans le rapport Woerth, il y a des éléments sur, effectivement, le millefeuille. Moi, j'ai rendez-vous avec Eric la semaine prochaine. Et ensuite, assez vite, je pense qu'on va déterminer comment on met en place un groupe de travail avec, pourquoi pas, des parlementaires, des associations d'élus. Enfin, il faut qu'on arrive à déterminer quelles sont les voies et les moyens d'avancer. Pour Laurent Marcangeli, plusieurs questions posées. Alors, bien évidemment, la majorité de l'effort, je le redis, c'est quand même État et Sécurité sociale. Ça fait à eux deux, ça fait quand même 35 milliards d'euros. La DGF, Laurent a raison, elle est stable, mais elle a connu des hausses non négligeables en 23 et en 24. Je me permets quand même de le rappeler. En ce qui concerne plus particulièrement les sujets concernant la Corse, plusieurs points. D'abord, on a effectivement cette dotation de continuité territoriale dont le montant est de 187 millions depuis 2009. Donc là-dessus, il y a eu en 23, il y a eu 40 millions d'euros. Il n'y a rien eu en 24. J'ai vu le président Simeone la semaine dernière. Il y a clairement un sujet sur cet élément-là. Tout comme il y a un sujet, vous en avez entendu parler il y a 2 semaines, qui est le sujet port et aéroport sur lequel je ne m'étends pas ce soir. Il y a un troisième sujet qui est le PTIC. Moi, je suis très intéressée de regarder où en est ce programme, qui est un programme en fait d'investissement sur l'île, et de regarder effectivement quels sont les investissements qui ont commencé à être travaillés
travailler et ce que l'on peut faire. Ça fait partie des éléments que j'ai évoqués avec le président Simon lors de notre réunion de travail de la semaine dernière. Et enfin, dernier point, la notion d'autonomie dans la République. Vous le savez, les écritures, j'ai répondu à une question la semaine dernière devant votre Assemblée, les écritures institutionnelles, actuellement, le travail se fait au Sénat. Nous aurons le rapport du Sénat à la fin du mois. Évidemment, Monsieur le Président, avec votre accord, je transférerai bien évidemment ce travail à votre commission, de façon à ce que votre commission puisse se saisir, qu'ensuite on puisse, à partir du début de l'année 25, travailler sur le projet de loi constitutionnelle pour ensuite envisager, comme je l'ai dit l'autre jour dans l'hémicycle, une discussion d'un texte à l'automne et un congrès avant la fin de l'année 2025. J'ai répondu en partie à Stéphane Peu sur le sujet du chiffrage, qui est un point important, sur les communes également, sur cette notion qui est effectivement la notion de la population, qui est la population accueillie. Moi, je suis très consciente à la fois des charges de centralité, je suis très consciente des charges que j'appellerais de solidarité, un autre élément important. Je suis la maman de la réforme de la DSU, ça fait 20 ans et elle montre toujours son intérêt. Je le dis quand même parce que c'est non négligeable dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis et ça fait évidemment partie des départements sur lesquels les effets d'indice de fragilité sont particulièrement importants et évidemment, j'ai parfaitement conscience de l'effet levier des investissements. Alors, je sais aussi, parce que personne ne l'a dit, alors je vais le dire, je sais aussi qu'on n'est pas pour les collectivités, notamment les municipalités, les EPCI, on n'est pas vraiment dans une vraie année. On va commencer théoriquement une année 5, mais je sais qu'on est plutôt en année 4 parce que la Covid a fait qu'on a un peu de retard et que effectivement, ça n'aide pas dans le contexte et je le mets bien volontiers au débat. À Paul Molac, je ne veux pas faire la poche des élus locaux. Je veux essayer globalement de remplir la feuille de route qui m'a été confiée, de baisser les dépenses publiques. Et il n'est pas question de donner un pouvoir au seul préfet. Il est question, ça je crois que c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on parle, il est question de regarder comment on travaille avec les sous-préfets à l'échelle du bassin de vie vécu et comment on travaille avec les préfets. C'est pas leur donner le pouvoir, c'est justement comment les élus sont entendus, y compris et surtout à l'échelle du bassin de vie, parce que c'est là où la politique menée est lisible pour nos concitoyens. C'est la politique de proximité, la stratégie de proximité. Sur le phénomène des Corses, je me permets de dire qu'il n'y a pas la même insularité. Je ne connais pas bien la Bretagne, mais il n'y a pas tout à fait la même insularité, même s'il y a un peu d'insularité. Et c'est un peu pareil pour l'Alsace. C'est un sujet un petit peu différent. J'ai répondu en partie à Brigitte Barège sur les sujets évidemment financiers. Je pense également que l'un d'entre vous a également parlé d'assurabilité. C'est venu tout à l'heure dans les questions qui ont été posées. C'est un point que je veux reprendre. L'AMF a beaucoup travaillé et notamment un de vos anciens collègues députés, le maire de Vesoul, a beaucoup travaillé là-dessus. Ça fait partie qu'il faut reprendre parce qu'il y a une vraie difficulté d'assurabilité d'un certain nombre de biens et je crois qu'il faut vraiment c'est typiquement un sujet que je veux reprendre. Et je le redis en conclusion de cette intervention, vraiment l'enjeu c'est freiner la dépense et continuer à accroître la solidarité entre les différentes strates. Merci Madame la Ministre. Nous allons passer une seconde série de questions pour une vingtaine d'inscrits et 1 minute chacun. Je passe d'abord la parole à Sophie Blanc. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, lors de l'audition conjointe du 8 octobre dernier devant le Comité des finances locales, le ministre des Comptes publics, en votre présence, a annoncé un objectif d'économie de 5 milliards d'euros sur le budget des collectivités locales dès 2025. Mais lors de cette audition, nous avons appris qu'un impôt local serait probablement rétabli avec un pouvoir de taux sur les administrations publiques locales. Donc les élus locaux demandent des réponses claires et rapides pour éviter que cette situation ne devienne ingérable et que nos territoires ne soient durablement affaiblis. La fronde des maires prend déjà forme, comme en témoigne l'appel du maire de Verdun qui incite les élus locaux à démissionner en masse pour protester contre votre politique de coupe budgétaire. Donc, pourriez-vous nous éclairer sur les intentions réelles du gouvernement concernant le financement des collectivités territoriales ? Ces coupes budgétaires jugées insoutenables risquent de compromettre gravement la capacité des communes à investir et à maintenir des services publics de qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Andy Garbara.
André, Andy. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cela fait des années que les collectivités locales sont étranglées et prises en étau. Asphyxie budgétaire orchestrée grâce à la baisse de la DGF, de taxes et d'impôts locaux jamais compensés par la CVAE, une augmentation des coûts liés à l'inflation, des promesses de compensation pour les transferts de compétences et une nouvelle mission confiée. Tout ça alors que cette fameuse décentralisation leur confère toujours plus de missions, ce qui contraint les collectivités à recourir à la dette. Vous en avez vous-même parlé, Madame la Ministre. Elle est passée de 140 milliards en 2011 à 230 milliards en 2023. Au total, ce sont près de 250 milliards depuis 2012 qui ont été captés par l'État français à ces collectivités territoriales. Ce ne sont pas que des chiffres. Sur les 4 milliards 775 millions d'euros captés pour la Loire-Atlantique, cela nous représente des familles à la rue sans proposition de relogement. C'est une aide sociale à l'enfance en lambeaux, ce sont des collèges délabrés. L'État est le principal responsable de cette dette, et alors que nous avons toujours plus besoin de nos services publics, on aurait espéré qu'une ancienne présidente de métropole allait préserver les collectivités de nouvelles coupes. C'est environ 10 milliards, selon André Néléniel, vice-président de l'AMF, de coûts budgétaires nouvelles que vous prévoyez, poursuivant avec un zèle tout particulier la politique des majorités précédentes. Madame Vautrin, quand allez-vous rendre l'argent de la dette que vous avez captée aux collectivités territoriales? La parole est à Marie-Josée Allemand pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la ministre, bonjour. Je souhaite vous interpeller sur 2 points. Concernant le fonds vert, pour une question de lisibilité budgétaire, il serait souhaitable à l'avenir d'intégrer ce fonds vert au périmètre de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Le deuxième sujet porte sur l'investissement des petites communes rurales. Le Sénat a adopté en février dernier une proposition de loi visant à abaisser le seuil d'autofinancement minimal de 20 à 5% pour les investissements des communes rurales les moins riches, ce qui correspond à une demande de nos communes. Alors certes, la loi donne déjà la possibilité au préfet d'accorder des dérogations, mais dans des conditions aujourd'hui trop restreintes, ce qui explique son faible recours. Je souhaiterais donc avoir votre position sur ce sujet. Merci beaucoup. La parole est à Émilie Bonivard. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une remarque sur le fonds de péréquation. Je vous demanderai d'être vigilante, Madame la Ministre, à ce qu'on ne sollicite pas toujours les mêmes. Je rappelle que sous François Hollande, les collectivités ont subi une baisse massive de la DGF, doublée d'une augmentation de 100 millions à 1 milliard du FPIC. Et ce sont toujours les mêmes communes qui contribuent. Et voilà, je vous demanderai d'être vigilante sur ce point-là. La solidarité, oui, mais lorsqu'on n'élargit pas le périmètre de ceux qui contribuent au FPIC, cela devient problématique pour ces communes. Une autre question sur la DSEC, je crois qu'elle est gelée cette année. On a de plus en plus de communes qui font face à des difficultés climatiques, à des inondations. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on pourrait avancer le paiement de la DSEC, parce il y a 1 an pour le versement par l'État aux communes, et donc on a de toutes petites communes qui sont en très grande difficulté budgétaire. Je pense à la commune de Besson, chez moi. C'est 2 millions d'euros qu'elle doit sortir avant la fin de l'année sur un budget qui est limité. Je vous remercie. Merci. Jérémy Jordanov. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire le mot partenariat. Cela ne m'a pas semblé correspondre avec les annonces. Aussi, nous aimerions connaître votre acception de ce mot, s'il a un sens. Quant à la décentralisation, qui est un mouvement de transfert de compétences, on peut se demander si empêcher l'exercice des compétences locales en baissant drastiquement les budgets ne correspond pas plutôt à un mouvement de recentralisation, en espérant évidemment que vous puissiez me contredire sur ce point. Dans le logiciel macroniste, les collectivités locales ne comptent pas, ou si peu. Elles ont d'ailleurs été méprisées depuis 2017, et c'est d'une certaine manière cohérent, regrettable, mais cohérent. C'est plus surprenant. Pour une ministre comme vous, conseillère municipale, ancienne présidente du Grand Reims, vous qui êtes passé à l'UMP et à LR, une famille politique aux affaires dans nombre de collectivités, avec une culture de la gestion locale, comment expliquer que vous tolériez une telle méthode, avec une telle brutalité dans les coupes budgétaires, un tel mépris des élus locaux? N'avez-vous pas songé, comme votre collègue garde des Sceaux, à mettre votre démission dans la balance? Excusez-moi de la tonalité, mais les élus locaux sont en colère et je crois que les débats aujourd'hui ici sont un peu trop apaisés. Merci. Comme quoi, on peut dire beaucoup de choses en 1 minute. Madame Agnès Firmin-Lebaudot, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, écoute, dialogue et contractualisation sont les mots que vous avez employés pour votre méthode de travail. Au mois de juin dernier, un décret a été signé imposant au département la prise en charge des oubliés du Ségur, ce qui, pour le département de Seine-Maritime, pose une charge de 3,6 millions d'euros,
sans nier le fait que cette prime Ségur est justifiée pour les salariés qui n'en avaient pas été éligibles. Assurez-nous que cette méthode, sans aucune concertation, qui a amené à cette décision, ne puisse plus exister. D'autre part, ces 3,6 millions que se voit imposer le département de Seine-Maritime s'ajoutent les 41 millions, même si vous avez, je crois, dit que les chiffres qui étaient ceux dévoilés lors de la carte parue la semaine dernière n'étaient pas les bons. Néanmoins, ça fait à peu près 40 millions d'euros qui seront imputés sur les comptes du département. C'est vrai que c'est une minute, tant pis. Merci. Paul-André Colombani. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir dans votre commission. Madame la Ministre, chers confrères, tout d'abord, Madame la Ministre, je tenais à saluer votre engagement sur la volonté que vous avez de renouer le dialogue avec la Corse. C'est important et j'espère qu'on saura convaincre la représentation nationale qu'il faut faire évoluer ce statut de la Corse. Mais aujourd'hui, je voulais d'abord vous interpeller et relayer l'inquiétude de plusieurs maires de ma circonscription au sujet du nouveau zonage France Ruralité et Revitalisation, dont leurs communes viennent d'être exclues, alors qu'elles étaient tout jusque-là classées dans les ZRR. Je sais que le PLF prévoit que ces communes conservent le bénéfice de leur classement jusqu'en 2027, on s'en félicite, mais par contre, c'est difficile de comprendre d'abord par une forme d'opacité les critères statistiques qui permettent le classement de ce nouveau dispositif. Et à ce manque de lisibilité s'ajoute aussi une certaine forme d'incohérence. Comment va-t-on considérer que certaines communes dites rurales au sens de l'INSEE, dans ce PLF, seraient éligibles au FRR+, alors qu'elles sont en dehors du FRR? Voilà, j'attends ces réponses et pour essayer de calmer l'inquiétude de mes maires. Merci beaucoup. Sophie Vaginet. Madame la Ministre, aujourd'hui, l'État demande aux collectivités de contribuer à la réduction de sa dette plutôt que de trouver des solutions pour équilibrer ses comptes. Le gouvernement ponctionne encore une fois les communes et les collectivités. Résultat, un effet ciseau avec moins de services, moins d'investissements, cela a été dit, et une pression supplémentaire sur les impôts locaux en laissant aux élus locaux la charge d'augmenter les impôts pour des dettes qui incombent à l'État. Voici ma question, Madame la Ministre. Après la faillite de l'État, en transférant une partie de la charge de la dette, les mesures du budget 2024 vont entraîner des hausses mécaniques d'impôts locaux pour certaines collectivités locales déjà en difficulté par la suppression de la taxe d'habitation et par la baisse des DMTO notamment, et ainsi faire supporter sur le contribuable local une part de la dette nationale inéquitable d'une commune à l'autre, d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre. Quelles mesures concrètes sont prévues pour que nos collectivités locales, en particulier en milieu rural, puissent continuer à jouer leur rôle sans être sacrifiées sur l'autel de la dette publique? Je vous remercie. Merci. Béatrice Rouleau. Madame la Ministre, ma première question concerne le maintien de services publics en milieu rural. Vous avez annoncé lors d'une interview à Ouest France vouloir créer une équipe de France de services publics locaux afin de mutualiser certains services à l'échelle des bassins de vie. Doit-on comprendre par là que certains services publics, guichets, points de vente comme ceux de la Poste ou de la SNCF, pourraient être supprimés dans les petites communes ? Les Français doivent-ils s'attendre à une diminution de leurs services publics en ruralité et dans l'affirmative, de quel service public s'agirait-il ? Ma seconde question porte sur la bonne utilisation de l'argent public par les collectivités locales. Je vous donne l'exemple concret en Seine-et-Marne de l'association ADESA 77 et de celui de l'association Equalis épinglé pour enrichissement personnel. Seriez-vous d'accord pour plus de transparence dans l'octroi de subventions publiques en créant par exemple des obligations déclaratives ou des obligations de communication de pièces permettant aux élus de délibérer en connaissance de cause et d'éviter ainsi de telles fraudes? Merci. Michael Taverne. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La situation budgétaire de notre pays est plus qu'alarmante et des efforts considérables seront nécessaires. Face à cela, les maires de nos communes rurales, et notamment dans mon département du Nord, s'inquiètent de possibles diminutions de leurs subventions qui leur sont allouées, à commencer par la DETR, la DSI, la DVB, comme déjà évoqué. La crainte est évidemment que certains projets en cours puissent finalement ne pas voir le jour et surtout de voir une augmentation des charges, notamment l'énergie. De même, concernant mon territoire, les élus s'inquiètent de l'avenir du Pacte 3 Sambre-Avesnois-Thiérache.
Ainsi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître vos réponses aux inquiétudes des élus de notre ruralité qui se serrent la ceinture tous les ans et notamment dans cette période de bouclage budgétaire et savoir si vous pouvez vous engager sur la poursuite du pacte 3 Sambre-Avesnois-Thiérache. Merci. Merci beaucoup. Marie-France Leroux. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. À l'occasion de la présentation du budget devant le Comité des finances locales le 8 octobre dernier, vous annonciez l'importance de la contribution qu'auront à délivrer les collectivités dans la perspective de la réduction du déficit public. Je m'interroge sur la durée de l'effort que les collectivités auront à consentir. Cette contribution, qui représentera 12,5% des économies totales prévues, ne sera-t-elle applicable qu'une année où les collectivités doivent-elles s'attendre à devoir consentir un tel effort à l'occasion des prochains budgets ? Les ponctions opérées sur les recettes des collectivités ne risquent-elles pas de freiner les investissements locaux, alors même que ces investissements représentent, notamment sur nos territoires ruraux, une source importante d'activité ? Je vous remercie. Merci. Daniel Obono. Merci, Monsieur le Président. Dans un rapport de septembre 2024, la Cour des comptes évalue le budget des espaces France Service à 351 millions d'euros, dont les 2/3 sont à la charge des porteurs, essentiellement les collectivités. Les espaces France Service ne suffisent déjà pas à compenser le démantèlement des services publics et la réduction de leur accès partout sur le territoire. Pour régler ce problème qui a des conséquences délétères pour des millions de nos concitoyens et concitoyennes, au quotidien, il faudrait tout bonnement rouvrir les accueils physiques dans les services publics, comme le prévoit la proposition de loi adoptée en novembre dernier à l'Assemblée et qui attend d'être inscrite au Sénat et votée. Comme palliatif, le réseau France Service confirme précisément la nécessité de cette réouverture. Les demandes traitées augmentent en continu depuis la mise en place du réseau, de 1 million en 2020 à 9 millions en 2023, au point que de nombreux espaces sont saturés. La Cour des comptes relève que le financement étatique ne tient pas en compte des situations de saturation de certains espaces. Elle ajoute qu'une subvention forfaitaire est nécessaire. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que la trajectoire prévue en 2024 par votre prédécesseuse de passer de 40 000 en 2024 à 45 000 puis 50 000 euros de subvention sera non seulement maintenue, mais renforcée, étant donné les coupes budgétaires que vous souhaitez imposer aux collectivités, ce qui se traduira automatiquement par la réduction de leur capacité de financement des dispositifs tels que France Service. Julien Rancoul. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le Premier ministre a annoncé mercredi dernier devant le Sénat l'abandon du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux EPCI. La loi NOTRe de 2015, contestée, avait prévu ce transfert des communes vers les communautés de communes pour 2020, repoussé à 2026. Cette mesure était largement désapprouvée par les maires ruraux, craignant une hausse du coût de l'eau pour les usagers et une gestion moins précise des réseaux. Chaque territoire a ses spécificités et les maires sont mieux placés pour décider. Notre groupe avait déposé une proposition de loi en ce sens l'an dernier pour laisser la liberté aux communes de conserver cette compétence. L'annonce du Premier ministre est donc positive, mais des questions subsistent. Quel sera le calendrier ? Les communes qui ont déjà transféré la compétence pourront-elles la récupérer ? Quid des communautés de communes qui ont déjà récupéré la compétence d'une partie seulement de leur commune membre ? Ces EPCI ne risquent-elles pas de gérer uniquement les réseaux en mauvais état, plombant leur budget ? Je vous remercie. Merci, et je vous remercie d'avoir tous respecté, tous et toutes, pratiquement une minute. Bon, je pense que c'est important. Marc Pénin pour terminer. Voilà. Pardon. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Député des Bouches-du-Rhône, je suis aussi conseiller municipal d'Aix-en-Provence et conseiller métropolitain. Et c'est dans le cadre de cette triple responsabilité que je souhaite vous interroger sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Souvent dite mal née, la métropole connaît des difficultés structurelles touchant à son financement, à son organisation. Et elle permet aussi à la présidente du conseil départemental d'être en même temps à la tête de la métropole. Face à ce constat, l'immobilisme est la pire des options. Il me semble, et deux pistes s'offrent alors à nous. La première option consiste à faire de cette métropole un établissement public de plein exercice doté de conseillers métropolitains élus au suffrage universel en lieu et place de l'actuelle configuration et éventuellement d'une fusion avec le département des Bouches-du-Rhône. La seconde, très différente, est de reconnaître l'existence de deux bassins de vie distincts. D'un côté, la métropole maritime, celle dont les problématiques se concentrent sur le littoral. De l'autre, la métropole de l'arrière-pays, partie intégrante de ma circonscription. Merci Cela beaucoup. implique la création de deux... Merci. 30 secondes, sinon on ne comprendra pas ce que je dis. De deux intercommunalités... Non, merci, c'est 30 secondes. De c'est deux trop. intercommunalités Merci à vous. distinctes.
quelle serait... Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, plusieurs questions, là encore. Une question sur les ZRR. Je rappelle que sur les ZRR, les critères utilisés ont été votés par le législateur en 2023. Il y avait 3 éléments, un critère de revenu moyen, un critère de densité et un rattrapage par bassin de vie. Le FRR+ était mis en cohérence avec le FRR dans le projet de loi de finances présenté, puisque réservé aux communes rurales. Alors, je dois dire communes rurales pour l'instant au sens INSEE du terme. Voilà sur les ZRR ce que je peux dire à Monsieur Colombani. En ce qui concerne la DSEC, 40 millions en 2024, 40 millions en 2025. Donc l'enveloppe est stable et très concrètement... le sujet, on est là, je pense, typiquement sur un sujet d'amélioration de la procédure parce que Madame Bonnivard est partie, mais la question qui se pose, c'est clairement que les versements prennent du temps car quand les dégâts sont importants, supérieurs à 1 million d'euros, il faut une évaluation des dommages sur les biens non assurables. Et en revanche, les collectivités, je le rappelle, je crois que c'est important de le savoir, peuvent demander des avances de 30% au moment de la notification du soutien de l'État. Pour autant, j'entends bien la difficulté parce qu'elle existe tout à fait. La députée Agnès Firmin-Le Bodo, il y a eu sur le Ségur des concertations, pas toujours de répondants, notamment avec certaines associations, ce qui n'a pas aidé pour le surcoût de 170 millions, mais vous connaissez l'histoire, je ne vais pas m'étendre. En ce qui concerne le fonds vert, il est important de mettre dans le RCT, parce qu'effectivement, vous avez raison, Madame Allemand parlait des petites communes, et je pense que l'important, c'est de pérenniser sa gestion, qui est une gestion efficace, et on est typiquement dans la question de l'articulation des dotations d'investissement, et il y aura une circulaire commune dès 2025. Sur Monsieur Taverne-sur-Sambre, Avenois, Thiers-Arche, financé, poursuivi. On l'a regardé spécifiquement, ça fait partie des grands contrats d'équipement, d'investissement de l'État en 2025. C'est au programme 112 et malgré la baisse des crédits de ce programme, volonté absolue de conserver ce programme. Il y a quelquefois des bonnes nouvelles. 2 tiers du budget pour Madame Obono des maisons France Service sont effectivement pris en charge par les hébergeurs. C'est une politique qui fonctionne. Il y a 40 à 45 000 euros par maison France Service. C'est bien dans le PLF 2025. Moi, je pense qu'on aura peut-être à réfléchir aussi à des mutualisations possibles avec d'autres. Je pense à des locaux qui appartiennent, pourquoi pas, à la SNCF, à des locaux qui appartiennent, pourquoi pas, à la Poste. Il y a probablement encore des choses sur lesquelles on peut avancer pour un peu plus de mutualisation. Alors, j'ai pas complètement compris la question d'Aix-Marseille-Provence, même si j'ai bien noté ce que vous vouliez. Très concrètement, je ne vais pas sur un sujet aussi important que celui-là. Je ne vais pas vous dire oui, bien sûr, comme ça. Et sachant, monsieur le député, qu'en plus, il y a un autre sujet, c'est quand même Marseille-en-Grand, qui est un autre dossier d'investissement lourd qui mérite qu'on regarde ce dossier. Sur l'eau et l'assainissement, l'expression du Premier ministre était très claire. Pas de rétroactivité pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes qui ont transféré. Demande des élus de prendre en compte leurs spécificités. L'idée, c'est incontestablement de mutualiser face à ce qu'on peut appeler un mur d'investissement. Et ça va me permettre de conclure, puisque M. Jordanov m'a interpellé sur comment une élue comme moi peut accepter de faire ça. Je ne me renie pas en tant qu'élue, parce que je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité, elle est de se dire comment on continue à avoir une action publique de proximité. Et je vais prendre un exemple sur l'eau et l'assainissement. Nous, on a en partie transféré, en transférant une communauté de communes de quelques communes avaient besoin d'une station d'épuration nouvelle. On a tiré quelques tuyaux, on l'a emmené vers la station d'épuration de la communauté urbaine. On a gagné une station d'épuration et on a amélioré la qualité du service. Et je pense que vous voyez, c'est ça le résumé de ce qu'on doit essayer de faire. Et vous êtes au cœur avec les maires de ces réponses-là, parce que quelque part, c'est avec ces réponses-là qu'on a capacité à optimiser, à mutualiser quand l'argent public est rare. Merci de votre écoute.
Merci Madame la Ministre. Certains collègues députés n'ont pas eu apparemment de réponse, mais ça peut arriver. Je suggère que votre cabinet prenne attache avec les députés concernés dans ce genre de circonstances. Alors, Madame Rouleau, on va fonctionner différemment. Je veux bien vous autoriser tout à fait exceptionnellement à reprendre la parole au micro. Allez-y, je vous en prie. Oui, Madame le ministre, excusez-moi, mais ça m'intéresse. Donc, quand vous avez dit à Ouest France le 5 octobre dernier, une équipe de France de services publics locaux, est-ce que ça signifie qu'il va y avoir dans les zones rurales une diminution parce que vous parlez de mutualisation? Donc, Madame, il n'y aura pas, merci Monsieur le Président, il n'y aura pas de diminution, mais je parle de mutualisation parce que quand vous discutez avec des acteurs du territoire, qu'il s'agisse de la Poste, qu'il s'agisse de la SNCF, il y a des locaux, il y a des personnels, et mutualiser, ça peut apporter des réponses à des endroits où, par exemple, il n'y a rien. Je vous rappelle, chers collègues, que demain, nous nous réunissons pour désigner élire le renouvellement d'un poste de vice-président au sein du bureau, de la même façon que le rapporteur ou la rapporteure concernant la nomination proposée par le président de la République au titre de l'article 13 de la Constitution de M. Didier Lesky pour l'OFI. Je vous le dis parce que c'est préférable pour l'organisation de nos travaux que les candidatures soient adressées au secrétariat de la Commission par mail. Voilà, à demain.